Bonjour à toutes et à tous. Après cette introduction extrêmement riche entre finalement le droit à l'éducation et l'obligation scolaire et finalement le fait que l'éducation est à la fois une institution et un service public, on va aller aux sources maintenant de l'éducation. Et comme Madame Bertoni m'a dit, vous avez entre 1 minute et 2 minutes pour faire la présentation avant de passer la parole aux intervenants. Je commencerai, mais je pense que vous allez y revenir, à Victor Hugo, qui visite un bagne et à la suite de la visite d'un bagne, il fait un poème. Je vous conseille, si vous n'avez jamais lu ce poème, de le lire. C'est vraiment un poème extraordinaire. Ça en dit beaucoup plus que des tas de livres qu'on pourrait écrire sur l'éducation et qui commence par une phrase toute simple. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Madame Woll, c'est à vous. Merci beaucoup à Raphaël et à Pascal. Vraiment, ce ne sont pas des remerciements de forme. C'est un colloque, un sujet absolument original et passionnant. Et je suis ravie d'être à vos côtés dans ces travaux. Merci beaucoup. Alors, dans L'Infant de Parme, un petit ouvrage très éclairant d'Elisabeth Badinter, qui raconte comment, au XVIIIe siècle, le petit Ferdinand, il est âgé de 6 ans, et comme tous les princes de son âge, eh bien, il doit être instruit. Et l'enfant est alors l'objet d'une expérience sans précédent, puisque sa mère, qui n'est autre que la fille de Louis XV, lui donne pour instituteur l'élite des philosophes français. Ceux-ci sont convaincus des vertus de l'éducation et ils vont étudier ce franchissement du monde de l'enfance à celui des adultes, que l'on qualifie à l'époque de passage aux hommes. Alors, toute l'Europe a des Lumières à cette époque, a les yeux rivés vers ce jeune garçon, mais tous les enfants ne sont pas des princes. L'enseignement reste destiné à une population privilégiée, c'est ce que Pascal Bertoni a rappelé, et il faudra encore du temps pour que tous jouissent d'un droit à l'éducation. C'est donc les Lumières qui vont faire de l'éducation un sujet absolument majeur au cœur de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Et il faut peut-être rappeler que l'encyclopédie, elle marque véritablement un point de rupture, parce que c'est la première fois qu'on met à contribution dans le même ouvrage les philosophes et les détenteurs d'un savoir scientifique et technique. C'est 150 auteurs, 17 volumes, etc., avec un objectif qui est d'élaborer une œuvre qui n'est pas une œuvre érudite, mais qui est accessible à tous. Alors quand on quand on lit l'article Éducation, qui est rédigé par César Chénaud du Marsay, il pose les fondements d'un droit balbutiant. Et on peut lire que les enfants qui viennent au monde doivent former un jour la société dans laquelle ils auront à vivre. Leur éducation est donc l'objet le plus intéressant, 1, pour eux-mêmes, 2, pour leur famille, 3, pour l'État même. C'est ce que vous avez rappelé tous les deux à l'instant. Donc les philosophes des Lumières théorisent l'importance de l'éducation, comme, pour le dire très rapidement, comme un chemin vers l'égalité et l'universalisme. Et à la fin des années 1750, Jean-Jacques Rousseau écrit un traité, l'Émile, de l'éducation, qui lui vaut l'exil. Et dans cette fiction pédagogique, l'autodidacte controversé, qui a choisi de ne pas élever ses propres enfants, eh bien, défend une éducation qui est fondée sur l'expérience et la sensation et affirme pour la première fois la progressivité des apprentissages. Donc l'éducation, selon Rousseau, elle est absolument inédite, bien sûr, sur de nombreux points, mais elle demeure encore différenciée pour les garçons et les filles, le philosophe réduisant la femme, je cite, à une créature charmante, faite pour plaire et se soumettre. Alors, Condorcet, un siècle après, le philosophe Poulain de la Barre, qui a écrit un texte très très important qui s'appelle L'éducation des dames, qui est à lire ou à relire. Condorcet, c'est l'un des premiers à s'éloigner des stéréotypes de son époque et à imaginer en pleine révolution une éducation pour tous à travers des textes courageux, tels Sur l'admission des femmes au droit de cité ou encore Conseil à sa fille.
Aussi, dans les quelques minutes qui me sont offertes, je voudrais esquisser un tableau de cette marche vers le droit à l'éducation depuis la Révolution jusqu'au début de la Troisième République. Et pour cela, je vais essayer de tisser le lien qui relie les hommes et les femmes qui ont contribué à ce droit en mettant l'accent, je ne vais pas reprendre ce qui a déjà été dit, mais en mettant l'accent sur 3 penseurs en particulier, avec notre Condorcet, point de départ que je viens de citer, qui est un philosophe, un mathématicien, un encyclopédiste, et qui fut 100 ans avant que l'expression ne s'impose, on peut dire un intellectuel engagé. Ensuite, oui, on dira qu'en dépit de ses désaveux politiques, son œuvre en matière d'éducation, elle est absolument visionnaire. Le deuxième penseur, obsédé comme lui par les injustices, c'est Victor Hugo, que vous avez cité. Donc, il prend la parole, il plaide, il disserte pour ce fameux droit à l'éducation. Et le troisième, l'homme politique qui, au fond, met en œuvre les utopies et les rêves qui sont portés par ses prédécesseurs, eh bien, c'est Jules Ferry, le législateur, le penseur de la République, qui fut aussi l'homme le plus haï de la vie politique française. Et son dilemme aura été, comme le montre son échec politique, de concilier liberté et unité, droit à l'éducation et politique coloniale. Donc, selon leur particularité et leur époque, ces 3 hommes ont en commun d'avoir plaidé pour une école publique fondée sur la liberté, donc l'instruction a une vocation libératrice, pour une école fraternelle, où les enfants pauvres auront les mêmes accès au savoir que les enfants riches, pour une école égalitaire, où l'instruction est un droit pour les garçons comme pour les filles, et tous les 3 luttent contre le fanatisme et le dogmatisme. Ils défendent tous les 3 l'école laïque et indépendante. Alors on va commencer avec Nicolas de Condorcet. C'est à Condorcet que l'on doit l'une des premières pierres du droit à l'éducation, avec la théorie la plus complète et la plus moderne de l'institution scolaire, les 5 mémoires sur l'instruction publique, de même que le rapport et le projet de décret sur l'instruction, je crois, revêtent un souffle, revêtent une portée, une générosité qui ont traversé les siècles et inspiré les républicains. Pour le dire vraiment en quelques mots, et s'il y avait une chose à retenir ici, tout d'abord, c'est que pour la première fois, l'idée philosophique de l'instruction publique est appréhendée dans son rapport à la citoyenneté et à la liberté. Au fond, à quoi peut servir la liberté civile et politique acquise en 1789 si elle est conférée à des hommes et des femmes prisonniers de leur ignorance ? L'instruction est donc la condition sine qua non de la liberté, et pour Condorcet, l'homo suffragans doit être un homo cogitans. Les bases sont posées dès le premier mémoire, rédigé en 1791. L'instruction publique est un devoir de la société à l'égard des citoyens. L'école universelle de Condorcet se compose de plusieurs degrés. D'abord l'école primaire pour les enfants de 6 à 12 ans, donc on va enseigner la lecture, l'écriture, la morale, le calcul, très important, parce qu'il doit être poussé très loin, dit Condorcet, parce qu'il est nécessaire à tout le monde. Ensuite l'école secondaire, 10 à 13 ans, avec un enseignement des mathématiques, de l'histoire, de la géographie, des langues étrangères, d'une langue étrangère. Puis les instituts, qui sont nos actuels lycées, et les lycées, qui sont nos universités. Alors, point important dans la théorie de Condorcet, l'instruction générale est complétée d'un enseignement spécifique en vue de la professionnalisation des connaissances. Et c'est quelque chose qui n'est pas très connu, je crois. Condorcet est l'un des précurseurs, quand même, il faut le rappeler, de la formation continue. Voilà ce qu'il dit. L'instruction suit l'homme dans tous les âges de la vie et la société ne voue à l'ignorance que celui qui préfère volontairement d'y rester. Enfin, toutes les professions utiles reçoivent l'enseignement qui peut favoriser le progrès des arts. Donc l'école de Condorcet, elle est aussi une école indépendante et laïque. Pour l'ancien pensionnaire des Jésuites, la séparation entre les fonctions ecclésiastiques et celle de l'instruction doit entraîner, je cite, une incompatibilité absolue. Les peuples qui ont leur prêtre pour instituteur ne peuvent rester libres. La seule autorité légitime, en somme, que l'école doit admettre, c'est une autorité scientifique. Voilà ce qu'écrit Condorcet. Il faut oser tout examiner, tout discuter, tout enseigner même. Chaque enfant est en vue comme un sujet rationnel destiné à se conduire lui-même et à jouir de la plénitude de ses droits.
Alors, toute sa vie durant, le condor, c'est comme ça que ses amis le surnomment, le plus majestueux des oiseaux, donc, a été obsédé par l'injustice, et il faut bien comprendre que ce droit à l'éducation pour lequel il va se battre, eh bien, il s'inscrit dans un ensemble de défense qu'on appellerait aujourd'hui des droits de l'homme. Condorcet, rappelons-le, a lutté contre la peine de mort. Il s'est d'ailleurs opposé à la mort de Louis XVI et avait proposé le bagne. Il a également promu la liberté religieuse pour les protestants et pour les juifs. Il est le premier à créer la Société des Amis des Noirs. Donc c'est dans cet engagement pour les droits et les libertés qui est total que Condorcet proclame la gratuité de l'école pour tous, ce qui est proprement révolutionnaire au XVIIIe siècle. Et révolutionnaire, Pascal l'a évoqué, la défense de l'égalité des sexes l'est aussi. Pour Condorcet, l'égalité d'instruction doit être la même pour les femmes et pour les hommes, parce qu'il y a égalité de droit à la citoyenneté. Donc vous voyez bien cette conception universaliste dont devraient peut-être s'inspirer certaines féministes aujourd'hui un petit peu radicales. Donc dans cette conception universaliste, eh bien, s'inscrit la vision de la participation des femmes à la vie publique. En témoigne son vibrant plaidoyer qui s'appelle « Sur l'admission des femmes au droit de cité », publié en 1790. Voilà ce qu'écrit Condorcet. « Tous n'ont-ils pas violé le principe de l'égalité des droits en privant tranquillement la moitié du genre humain de celui de concourir à la formation des lois en excluant les femmes du droit de cité ?» Donc, droit de vote et instruction des filles, des femmes, cela apparaît dès le premier des 5 mémoires sur l'instruction. Donc, selon Condorcet, il n'y a pas plus de différence physiologique entre les noirs et les blancs qu'entre les femmes et les hommes, l'instruction s'adressant à la raison universelle. Et de cela, Condorcet va en tirer une conséquence qui est très forte. Puisque l'instruction doit être généralement la même, l'enseignement doit être commun et confié à un même maître qui puisse être choisi indifféremment dans l'un ou l'autre sexe. Donc vous voyez l'audace de ce texte. L'école de Condorcet, elle est bien plus qu'une école égalitaire. C'est un lieu où les garçons et les filles reçoivent une instruction en commun. Il écrit « La réunion des deux sexes dans les mêmes écoles est favorable à l'émulation ». Donc le terme d'émulation, je crois, est vraiment important. Et en fait naître une qui a pour principe des sentiments de bienveillance et non des sentiments personnels. Alors, ces textes, je crois qu'il faut insister sur ce point, ont d'autant plus de force que rares sont les voix d'hommes qui, à la Révolution française, se sont élevés pour l'éducation des filles et l'égalité des sexes. En fait, ces hommes-là, on peut les compter tout simplement sur les doigts d'une main. Je vais vous donner quelques noms, je ne sais pas s'ils seront évocateurs pour vous. Guillaumard, Rome, Lacquinot. Donc on a très peu d'hommes qui ont pris cette défense de l'éducation des filles, et des femmes bien sûr éclairées ont ouvert la voie aux études des jeunes filles. On pense parmi de nombreuses femmes à Madame d'Épinay et son traité novateur de pédagogie féminine, de l'autre côté de la Manche à Mary Wollstonecraft, ou encore à Olympe de Gouges bien sûr et sa déclaration des droits de la femme. Mais en 1793, la Convention, vous le savez, coupe bientôt la parole à toutes les femmes qui veulent se faire entendre. Alors en pleine période révolutionnaire, surgit bien sûr cette fameuse question de vocabulaire, instruire ou éduquer. Et si les deux termes se confondent souvent aujourd'hui, il fut un temps où leur distinction était absolue. Le retour vers l'étymologie nous aide à les distinguer. Instruire, du latin instruere, construire, tandis que éduquer est dérivé de ducere, conduire hors. D'un côté le mouvement vers le dedans, de l'autre vers le dehors, d'un côté l'élaboration et de l'autre l'élan, donc deux verbes pour deux conceptions de l'école. Alors Condorcet, il met en garde contre une éducation nationale qui empêcherait le développement de la liberté d'opinion et de l'apprenant et viendrait nuire au rôle du cercle familial. Une position qui n'est pas unanimement suivie. Raphaël, tu as cité un certain nombre de noms, et on peut ajouter à ce que tu as évoqué le député Jean-Paul Rabault de Saint-Étienne, qui joue un rôle très important dans la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, et qui considère que instruction et éducation, ce sont les deux faces d'une même pièce.
L'une éclaire et exerce l'esprit, l'autre doit former le cœur. Ainsi, un autre camp naît et affirme la nécessité de former l'enfant dans sa totalité. Et l'un des pères de l'école laïque, qu'on évoquera dans un instant, le philosophe et pédagogue Ferdinand Buisson, cofondateur de la Ligue des droits de l'homme, président de la Ligue de l'enseignement, prix Nobel de la paix, etc., prolongera par la suite cet adage et tentera, aux côtés de Jules Ferry, d'associer éducation et instruction en prônant une éducation libérale nationale, sans pour autant rompre avec l'instruction publique de Condorcet. Mais ces révolutionnaires qui étaient si attachés à la destruction de l'Ancien Monde ne parviennent pas finalement à faire de l'éducation du peuple une œuvre concrète. Pascal l'a évoqué, le rapport et le projet de décret sur l'instruction publique déposé par Talleyrand en 1791 est repoussé. Il en est de même du rapport sur l'instruction de Condorcet en 1792. Les ambitions pour l'éducation sont chassées par la crise et la guerre. On a déjà cité Danton tout à l'heure, en 1793, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Mais 2 ans plus tard, au cœur d'une nation en proie aux ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, les écoles publiques sont désertées, il n'y a plus d'obligation d'assiduité et la misère des instituteurs s'accentue. Alors, après la Révolution, on a aussi déjà cité Napoléon, donc je vais aller vite. Rappelons qu'il se désintéresse globalement de l'école primaire, qui est largement abandonnée à l'initiative privée. L'instruction des filles, qui avait été également promue par la Canale, elle est mise de côté. Et pour Bonaparte, le petit peuple, les travailleurs et les paysans ne sont pas nés pour être instruits. Pour eux, l'instruction serait un risque inutile, voire dangereux, car les Lumières rendent le peuple raisonneur ou critique et le détournent de l'atelier ou des champs. Alors bientôt, l'école, qui a son ministère depuis 1828, est le lieu d'un nouveau débat qui fait s'opposer les tenants de la laïcité à ceux de l'enseignement catholique. Et Victor Hugo, héritier inavoué de Condorcet, pour qui l'éducation est un moyen de combattre la misère, y prend part ardemment. Oui, le droit à l'éducation est une des thématiques centrales dans l'œuvre d'Hugo. Tous les autres droits et libertés étant pour lui indéfectiblement reliés à ce droit à l'éducation, car le manque d'éducation agit sur les misères du peuple, sur les origines des crimes, sur la prison, sur la peine de mort. Claude Gueux, qui est, à mon avis, l'illustration la plus manifeste de ce combat d'Hugo, est publié en 1834 à partir d'un fait divers relaté dans la Gazette des Tribunaux, et il a pour héros un pauvre ouvrier de 36 ans, je cite Hugo, ne sachant pas lire et sachant penser, qui vole pour nourrir sa famille. Et comme dans Le dernier jour d'un condamné, Hugo ne donne pas beaucoup d'indications sur l'acte incriminé. Je ne sais pas ce qu'il vola, je ne sais pas où il vola. Ce qui intéresse Hugo, c'est de parler des hommes et de leur universalité. Et Claude Gueux, dont le nom déjà suggère l'appartenance aux misérables, se retrouve en prison. Il est maltraité par le personnel pénitentiaire. Il finit par tuer son geôlier et il est condamné à la peine de mort. Qui est réellement coupable alors? Est-ce lui? Est-ce la société qui pousse les hommes à tuer? Hugo nous rappelle ceci dans ce texte. « Messieurs, il se coupe trop de têtes par an en France. Puisque vous êtes en train de faire des économies, faites-en là-dessus. Des écoles pour les enfants, des ateliers pour les hommes. Savez-vous que la France est un des pays de l'Europe où il y a le moins de natifs qui sachent lire? C'est une honte. Allez dans les bagnes, tâtez tous ces crânes de ces pauvres têtes mal conformées. Le premier tort est à la nature sans doute, le second à l'éducation. » Et donc, porté par ces principes, l'homme de lettres, qui est aussi un homme de loi, défend alors l'égalité pour tous en luttant parallèlement contre le travail des enfants. Et je crois que c'est intéressant aussi de penser notre droit à l'éducation en regardant les évolutions du droit du travail. Au XIXe siècle, Pascal l'a rappelé, on compte plus de 140 000 enfants travaillant dans la grande industrie, la grande majorité dans le secteur textile, des enfants parfois très jeunes. Et dans un discours qu'il n'a pas le temps de prononcer au sein d'une assemblée interrompue dans ses travaux par la Révolution de 1848, Victor Hugo prend la parole au nom des enfants. Là encore, étymologie latine, infans, qui rappelle que ce sont ceux qui ne parlent pas.
Les enfants se taisent. Pourquoi ? Parce qu'ils ignorent et que de choses ils auraient à dire s'ils pouvaient parler. Le renoncement n'est pas du tout dans le tempérament de l'homme-siècle et le combat d'Hugo reprend à l'Assemblée nationale le 15 janvier 1850 à l'occasion, lors de la discussion du projet de loi sur l'enseignement, la loi Fallou. Il prononce ce grand discours en faveur de l'école gratuite et obligatoire. C'est un discours qui va le ranger définitivement dans le clan anticlérical des républicains de gauche. Et Hugo énonce, pour moi, l'idéal de la question de l'enseignement. Le voici, l'instruction gratuite et obligatoire. L'instruction primaire obligatoire, c'est le droit de l'enfant. Le droit de l'enfant, pour la première fois dans le discours, le mot est prononcé. Et l'école d'Hugo doit être laïque. Je veux, je le déclare, la liberté de l'enseignement, mais je veux l'État laïque, purement laïque, exclusivement laïque. Rappelons qu'Hugo était croyant. Souvenons-nous de ce testament d'Hugo qu'on a tous lu de 1883, où il écrit « Je crois en Dieu ». Mais il est persuadé que la seule croyance en Dieu peut fonder l'éthique individuelle et morale. Mais il lutte contre le parti clérical et refuse de mêler le prêtre au professeur. Fin d'un discours bien connu également, je veux, je le répète, ce que voulaient nos pères, l'Église chez elle et l'État chez lui. En attendant et en dépit d'un discours puissant et remarqué à l'Assemblée, la loi Fallou est votée. Il faudra donc attendre 30 ans pour que le rêve d'instruction obligatoire, gratuite et laïque devienne réalité. Donc ce rêve devient réalité avec Jules Ferry, nommé ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts en 1879. Donc c'est le maître d'œuvre de l'école égalitaire. Et lui aussi, il est porté par ce même idéal. Ferry veut, selon le vocabulaire de l'époque, refaire la France, en tant que patrie morale d'abord, mais également en tant que grande puissance ensuite. Il est un lecteur de Condorcet et d'Hugo, et il sait que l'inégalité d'instruction est la source des inégalités sociales. L'égalité d'éducation est donc vue comme l'essence de la démocratie. Et c'est alors que la place de l'école va être repensée dans le cadre d'une modernisation du maillage territorial, avec un rôle majeur attribué aux maires, qui deviennent, par la loi du 5 avril 1884, des élus locaux. Donc dans chaque commune, une maison pour les citoyens, la mairie, et un temple des savoirs, l'école. Et dans les pas de Condorcet, Ferry dit que c'est l'un des plus grands philosophes dont le XVIIIe siècle et l'humanité puissent s'honorer. Il va élaborer les 3 étages, 3 degrés d'institution pour les enfants de 6 à 18 ans dont vous avez déjà parlé. Et lorsqu'il arrive au gouvernement, l'école primaire est gratuite pour les 2/3 des écoliers, donc il va prolonger le travail de Guizot et d'Urhuy, et avec la loi du 16 juin 1881, eh bien, concrétiser cette gratuité absolue. Il est aidé de Ferdinand Buisson, alors nommé directeur de l'enseignement primaire, qui est le véritable inspirateur des réformes scolaires républicaines, et qui rédige, un peu comme vous, Pascal et Raphaël, un dictionnaire, le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire. Alors je crois que le point le plus audacieux de la réforme de Ferry, tu l'as évoqué, Pascal, à l'instant, donc je vais aller vite, c'est sans doute d'imposer une scolarité aux garçons comme aux filles. L'égalité, dit-il, je la réclame. L'égalité, je la réclame. Je la revendique pour les 2 sexes. Alors, aux femmes qui demanderaient à quoi serviraient les études, c'est le discours de 1870 prononcé salle Molière. Voilà la réponse qu'il donne, qui est lancée un peu comme une boutade. Je pourrais répondre à élever vos enfants, ce serait une bonne réponse, mais comme elle est banale, j'aime mieux dire à élever vos maris. Bon, on voit que Ferry reste un homme de son époque. Il croit à la nature des vocations, et s'il fusionne autant qu'il le peut le contenu des programmes d'enseignement, le ministre de l'Instruction distingue encore les travaux d'aiguille pour les filles, le jardinage pour les garçons. Donc on est très loin encore de l'école mixte prônée par Condorcet. Et enfin, le deuxième apport
marquant des lois Ferry, on l'a déjà dit, donc je ne vais pas développer, c'est la place d'un dispositif scolaire laïque. L'État et la société ne peuvent être laïques qu'à la condition que l'école le soit aussi. Je vous renvoie à la fameuse lettre qu'il adresse aux instituteurs en 1883 et aux lois qui ont déjà été citées par Pascal. Alors Ferry a quitté le pouvoir en 1885 à cause de sa politique coloniale. Il a divisé, y compris dans son propre camp. Et tel le vicomte Pourfendu, vous savez, cette très belle fable écrite par l'écrivain italien Italo Calvino, il pourrait apparaître comme un homme coupé en deux, l'instruction publique et le français comme langue commune pour la partie honorable et le succès, le désastre de la colonisation pour l'autre moitié. Mais peut-être conviendrait-il aussi de le regarder comme le fait Mona Ouzouf, finalement dans son unité, c'est-à-dire avec ses paradoxes, la schizophrénie de son projet et son époque. On le voit, l'histoire des droits de l'homme, et en l'occurrence du droit à l'éducation, est aussi une histoire de ces hommes et femmes, avec leur courage, avec leur intelligence, avec leurs limites, et également avec les contradictions dont les hommes et les femmes sont pétris. L'utopie de Condorcet, le rêve d'Hugo et le pragmatisme de Ferry ont survécu à leur auteur. Puisse-t-il encore éclairer la lutte contre les inégalités et le droit à l'éducation, y compris pour les filles partout dans le monde. On peut avoir une pensée pour les jeunes filles afghanes qui sont désormais privées de tout droit. Pour conclure, et à propos de filles, je voudrais revenir à Condorcet et à sa propre fille. Donc Condorcet, il s'est opposé à la Convention et en 1793, il fait l'objet d'un décret d'arrestation et il va se cacher pendant plusieurs mois. Il est arrêté en 1794. 2 jours après l'arrestation, il meurt dans des conditions qui ne sont jamais élucidées, l'un des grands mystères des grands hommes de la République. Et entre cette arrestation et pendant cette fuite, il va se cacher à Paris, près de l'église Saint-Sulpice, chez une femme, Madame Vernet. Et là, dans la solitude de sa proscription, conscient de sa mort, il va décider d'écrire une lettre à sa fille Élisa, alors âgée de 5 ans. Donc après avoir écrit pour toutes les femmes, pour l'éducation des femmes et pour leur droit de vote, Condorcet s'autorise en tant que père à écrire à sa fille. Voilà ce qu'il lui dit. « Rien n'est donc plus nécessaire à ton bonheur que de t'assurer des moyens dépendants de toi seul pour remplir le vide du temps, écarter l'ennui, calmer les inquiétudes, te distraire d'un moment pénible. Ces moyens, l'exercice des arts, le travail de l'esprit peuvent seuls te les donner. Songe de bonheur à en acquérir l'habitude. Avec précaution et amour, Condorcet invite Élisa à embrasser, je cite, le trésor précieux du travail, à se tourner vers l'autre, allant jusqu'à prôner une humanité, ça aussi c'est très précurseur, qui respecte les animaux, tout en se construisant une vie à soi. Donc le travail comme trésor précieux et la conduite pour soi-même, voilà ce que nous pouvons conseiller nous aussi à nos étudiants, qui sont aussi parfois un peu nos enfants. Merci à vous. Y a-t-il des questions ? Alors moi, j'en aurais une. Donc, vous nous avez fait le XVIIIe siècle, le XIXe siècle. Si vous poursuivez vos investigations, qui vous choisiriez pour le XXe siècle, voire le XXIe ? Alors, on pourrait citer, il y en a quand même beaucoup à citer, mais c'est vrai qu'on pourrait évidemment citer Peggy, bien sûr. Quelques mots sur Alain également, qui lui aussi a ses contradictions et est pétri de limites. Voilà. Et puis peut-être, pourquoi pas également, elle aussi tout à fait pétrie de contradictions. Et je crois que c'est important pour nos étudiants de leur montrer qu'on doit aborder ces hommes et ces femmes selon leur époque. Et oui, selon leurs contradictions, voilà, à un moment où tout est très complexe. Je pense à Maria Montessori, qui a abandonné ses propres enfants et qui a pourtant rédigé une œuvre extrêmement intéressante. Et je crois que c'est cette contradiction-là qu'il faut essayer d'expliquer à nos étudiants et qui nous aideront peut-être dans la société dans laquelle nous vivons à se protéger de toutes ces radicalités qui sont à l'œuvre et qui sont assez effrayantes. Alors, au sujet de Montessori, il s'agit d'écoles privées hors contrat et nous, à l'inspection,
maintenant conduit à aller devoir voir de plus près toute une série d'écoles privées hors contrat sur les principes républicains, notamment avec la loi de 2021. S'il n'y a pas d'autres questions, on va tout de suite prendre la suite et on va laisser la parole à Louis Le Foyer de Costil, qui va nous faire des exemples de jurisprudence, si j'ai bien compris, ou pratique. Bonjour à tous. Je suis un peu intimidé parce que je suis un modeste avocat avec plein d'universitaires qui ont poussé l'amour pour le droit de l'éducation à faire beaucoup plus d'études que moi. Donc moi, ça va être un petit peu moins intellectuel, mais j'espère que ça sera aussi intéressant. Et donc je vais parler plutôt de choses un peu plus concrètes et un peu plus terre à terre, et en mettant un peu les mains dans le cambouis. Puisque donc moi je suis avocat donc en droit public, c'est ma formation, ça se retrouvera peut-être un petit peu dans les problématiques que j'aborde. Mais en fait, au quotidien, je fais vraiment énormément de droit de l'éducation. C'est les 2/3. En ce moment, c'est même 100% parce que c'est la fin d'année, donc on fait que ça au cabinet. Et d'ailleurs, c'est la matière qui aussi m'a permis de m'installer parce qu'il y avait énormément de besoins. Donc moi, je vais essayer de montrer de manière un peu concrète voilà, le regard de l'interniste et puis quelque part de l'avocat. On m'avait demandé aussi de parler un peu des sources, et donc ça sera un petit peu l'angle d'approche avec un peu la diversité des sources. Et ensuite, on verra aussi la question donc, la question de l'effectivité en fait, de ce droit à l'éducation, de ce droit de l'éducation, par quelques exemples où moi je suis frustré en tant qu'avocat puisque je n'arrive pas à faire respecter ce droit. Et je pense que c'est des sujets qui seront parfois abordés de manière plus dans le détail, mais voilà, c'est un petit peu un panorama des endroits où, j'ai envie de dire, ça bug, soit le juge ne fait pas son travail, soit le législateur n'a pas fait le sien, soit les avocats non plus ne font pas le leur. Et donc derrière, on se retrouve avec des enfants qui n'arrivent pas à poursuivre leurs études, et ça arrive très souvent. Et la plupart d'ailleurs n'ont pas d'avocat parce que ça coûte cher, et donc avec ou sans juge, ça ne changerait rien. Donc voilà, j'ai divisé en deux parties. Donc l'existence en question du droit à l'éducation, c'est plus vraiment la question des sources, et de voir en fait à travers cette question, c'est l'interrogation que j'ai. Je passe au slide après. C'est l'interrogation, c'est que voilà, moi je me définis maintenant plus ou moins comme un avocat en droit de l'éducation, mais c'est une spécialité qui n'existe pas. Quand on est avocat, on peut passer des certificats de spécialisation. C'est la seule manière de pouvoir se définir comme spécialiste, ou même d'avoir le droit d'écrire expert sur son site ou sur la communication qu'on fait. Et il y a plein de spécialités et des sous-spécialités. Donc par exemple, vous pouvez être spécialisé en droit public avec des sous-spécialisations en droit d'urbanisme. Bon, le droit de l'éducation, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, officiellement, aucun avocat n'est spécialisé en droit de l'éducation. Et de la même manière, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de master en droit de l'éducation, ni de DU, de diplôme, il y a une poignée d'ouvrages. Et ça, c'est intéressant, puisque derrière, quand on voit un peu le droit de l'éducation, en tout cas, peut-être c'est ma vision de publiciste, c'est vraiment, on va dire, le droit administratif de l'éducation. Mais à force d'en faire, moi, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup au-delà. En tout cas, tous les problèmes juridiques rencontrés par les élèves, les parents d'élèves et les étudiants, voilà, ça va largement au-delà des seules problématiques de droit administratif qui peuvent être traitées par les tribunaux administratifs. Et donc aujourd'hui, on est parfois démunis dans l'accès aux sources, dans l'accès à la doctrine. Et donc, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas vu comme une matière à part entière. Et c'est notamment le cas de mes confrères, puisqu'il y a beaucoup d'avocats qui font du droit à l'éducation comme je ne sais plus comment on dit, mais c'était M. Jourdain faisait de la prose. Ils en font sans en faire, donc ils n'ont pas forcément une spécialisation dedans, et ils en font de temps en temps, au hasard des dossiers, sans forcément se dire que c'est du droit de l'éducation. Ils vont dire c'est du droit des contrats, ou ça va être du droit administratif, et parfois ça se ressent aussi dans la pratique, et ça se ressent aussi après dans la qualité des conseils qu'on peut donner. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un atout au présent colloque et au dictionnaire qui a été fait, tout ce qui a pour objet vraiment de faire naître le droit de l'éducation comme matière autonome, ou peut-être c'est un bien gros mot, mais vraiment quand même penser un peu spécifiquement, et ça permet vraiment après de gagner en qualité pour je pense à mes clients, mais c'est pareil de manière intellectuelle, pour penser la matière et la comprendre, puisqu'il y a quand même des spécificités, et pour le faire vraiment au quotidien, voilà, malgré toutes les différences qu'on va un petit peu voir, pour se dire est-ce que c'est au fond un droit autonome ou un droit, disons un ramassis de plein de petites branches de droit qui sont spécifiques. Voilà, je pense qu'il y a quand même des spécificités qui font que ça existe. J'ai de la chance d'avoir un arrière-grand-père qui était historien du droit, et dans la maison de campagne, il y a plein de vieux grimoires, et parfois j'aime bien regarder. Alors souvent, c'est des trucs absolument sans intérêt, du type
histoire de la Creuse 1712-1715. Enfin, en tout cas, c'est des trucs vraiment très pointus. Et il y a quelques semaines, je suis tombé sur un truc l'ouvrage de Jean Domas, énorme, et qui datait de 1696. Et sur les 4 livres du droit public, alors ça m'a beaucoup amusé. Je l'ai feuilleté, pas très longtemps parce que je suis bien ignorant. Mais ça m'a amusé parce que j'ai vu les titres de chapitres et c'était domaine public, police administrative. Enfin, c'est vraiment les trucs qu'on apprend à la fac en droit administratif. Et j'étais encore plus heureux parce que j'ai vu qu'il y avait tout un chapitre sur l'université. Et c'est pour dire que quelque part, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de manuels de droit de l'éducation, quelque part, c'était quand même dès les premiers ouvrages de doctrine sur le droit public. Voilà, ça apparaissait déjà. Donc quelque part, on n'est pas la dernière roue du carrosse ou comment dire, un phénomène moderne. Initialement, voilà, l'éducation c'est très ancien, mais même le droit de l'éducation c'est déjà également très ancien. Alors, on a 2 ministères, des centaines de textes, il y a des milliers, même je pense des dizaines de milliers de contentieux. Et malgré tout, voilà, je pense que le présent colloque c'est un des premiers. Il y a peut-être eu quelques-uns avant, mais c'est extrêmement rare de penser au droit à l'éducation, au droit de l'éducation. Ou quand c'est pensé, c'est vraiment pensé comme voilà, comme on irait dire, voilà, le droit à l'éducation des femmes afghanes, mais pas forcément de manière concrète français, mais plutôt vu comme quelque chose, enfin voilà, à la frontière du droit et de la sociologie ou du droit international. Donc c'est pour ça qu'en fait finalement c'est un droit quand même très ancien. C'est un droit donc constitutionnalisé. Donc, si on se demande est-ce que voilà, au fond, ce droit existe en tant que tel, donc il y a évidemment le préambule de la Constitution de 1946, paragraphe 13. Mais on en trouve d'autres. Alors, c'est vrai qu'au quotidien, nous, moi, peut-être c'est aussi un tort, on les invoque moins. Souvent, on reste un peu plus sur les choses plus basses. Mais il y a aussi donc l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et par des formes, je ne sais pas pourquoi d'habitude, en fait, je vais dire j'ai honte, mais en fait moi je cite toujours l'article 3.1 de la charte, de la Convention de New York sur les droits de l'enfant, et on ne cite jamais, ni moi ni mes confrères, le préambule de la Constitution de 1946, donc c'est un tort. Le principe de gratuité de l'enseignement public, dont on verra aussi un petit peu les limites, la liberté d'enseignement, mais également donc, le principe d'égalité, de laïcité, le principe de l'égalité des délits et des peines qui nous sert beaucoup en droit disciplinaire, puisque c'est aussi un volet assez important en pratique du droit de l'éducation. Voilà, donc là c'est pour dire, voilà, malgré aussi sa relative confidentialité, on a quand même un bon nombre de normes constitutionnelles qui sont applicables. Je pense que voilà, les deux qui sont un peu les deux facettes de la médaille, c'est vraiment donc quelque part le droit à l'instruction et la liberté d'enseignement qui sont les deux faces de la même médaille. La question se pose de manière concrète sur l'articulation. Je pense par exemple avec l'IEF, donc l'instruction en famille, là, qui devient en fait aujourd'hui quasiment impossible. C'est possible que pour les enfants en gros handicapés ou sportifs de haut niveau ou itinérants, mais la plupart des gens qui le faisaient par conviction, aujourd'hui, c'est bloqué. Et je pense que l'éducation nationale, l'année prochaine, va avoir beaucoup de problèmes parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont, il faut le dire, parfois très, très spéciaux, hors système ou complètement fous, qui, en gros, avaient choisi de faire l'instruction en famille parce qu'ils sont fâchés contre la société. Et là, ils vont revenir à l'école. Et je souhaite bon courage au chef d'établissement parce que voilà, ça va être très difficile. Et donc là-dessus, là, c'est une question, puisqu'en fait, aujourd'hui, l'instruction était obligatoire, pas la scolarisation. Et là, par ce mécanisme de demande d'autorisation, en fait, le paradigme est un petit peu renversé et maintenant, c'est vraiment la scolarisation qui devient obligatoire, sauf des cas très, très spécifiques où finalement, on ne peut rien faire autrement. Donc, quand quelqu'un vraiment est très malade ou c'est un sportif de haut niveau, mais tous les cas où c'était vraiment un choix idéologique, aujourd'hui, c'est plus possible et toutes les demandes d'autorisation sont refusées aujourd'hui. Et il y a des commissions qui sont organisées, mais a priori, ça refuse aussi tous les motifs, on va dire, idéologiques. Donc voilà, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir parfois sur des petits détails là-dessus, le choix en tout cas de la liberté d'enseignement pour les parents et peut-être quelque part par cette loi un petit peu fragilisée, même si sur le principe, ce que je vous dis, pour voir beaucoup les parents qui font de l'IEF, peut-être que c'est quand même mieux pour les enfants. Donc quelque part, voilà, ma vision des parents a tendance un petit peu à fragiliser comment dire, mon adhésion à ce principe. Donc aussi, donc c'est un droit. C'était aussi là pour insister sur
les nombres de normes absolument monstrueux en fait, que ça recouvre, et pour montrer quelque part le droit de l'éducation n'est pas seulement du droit administratif dans le code de l'éducation. Et donc je me suis amusé à regarder, en fait, grâce au beau dictionnaire critique du droit de l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir une version numérique pour regarder les différentes mentions des codes. Et voici à peu près ce que j'ai sorti. Donc il y en avait quelques-uns que moi, dans le cadre de ma pratique, je peux mettre en œuvre. Il y en a d'autres d'ailleurs que j'ai découvert et que, enfin, en tout cas dans leur disposition propre au droit de l'éducation. Le code civil, par exemple, on en parle peu, mais en fait, pour tout ce qui est le droit des écoles privées, à 90%, c'est du droit des contrats, en fait. C'est également le cas pour la responsabilité des enseignants du fait des problèmes causés par les enfants. Bon, le code général de la fonction publique, là, tout nouveau, tout beau, donc voilà, évidemment pour les enseignants. Le code pénal, il y a beaucoup de dispositions pénales dans le code de l'éducation. À mon sens, je pense que ce n'est pas une très bonne chose, dans le sens où ça marche très très mal. La police, les commissaires, enfin moi, toutes les plaintes au pénal, ça ne marche pas du tout. La police n'en a rien à faire. Des problèmes de parents et d'école. Ceci dit, voilà, il y a beaucoup d'infractions, mais il y en a plein qui sont hors du code de l'éducation. Par exemple, le fait pour les parents de compromettre l'éducation de leur enfant, le fait de pénétrer dans une école. Voilà, j'avais noté une dizaine d'infractions qui sont bizarrement, ou pas d'ailleurs, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, elles ne sont pas du tout dans le code de l'éducation. Le CGCT aussi, nous, il nous sert moins au quotidien, mais c'est pour tout ce qui est le rôle des communes, des départements et des régions. En termes de financement, notamment, en termes d'inscription pour tous les enfants qui sont dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées respectivement. Le code du travail, pareil, c'est également en fait très important, non pas, enfin éventuellement voilà pour tous les professeurs du privé. Donc là, j'en sais un appel, celui qui a inventé le régime juridique applicable aux profs du privé des écoles sous contrat. C'est absolument une torture pour les avocats parce qu'on n'y comprend rien, puisque c'est des personnes payées par l'État, mais qui ne sont pas des fonctionnaires et auxquelles on applique quand même des règles applicables aux fonctionnaires. Enfin, à chaque fois, on ne sait jamais ni vers quel juste tourner. Et c'est une usine à gaz. Comment ? Voilà. Et voilà, alors parfois, que ce soit une mutation pour des harcèlements, enfin des questions, à chaque fois, on passe plus de temps à comprendre... à comprendre juste, voilà, dans ce cas-là, quelles seront les règles applicables. Voilà, mais bon, ça nous donne du travail, on va dire. Le code de la justice pénale des mineurs, le code de procédure pénale, nous, parfois, c'est quelque chose qu'on retrouve en pratique, notamment avec l'article, je crois, 40 de mémoire, l'obligation de dénoncer ou de signaler des faits au procureur quand un fonctionnaire voit une infraction. Et ça, on le voit beaucoup aussi. En général, c'est pas ça que font les chefs d'établissement. Ils font plutôt des signalements à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est des choses qu'on retrouve beaucoup. Et souvent, quand ça se passe mal, ça finit au pénal. Mais comme je disais, c'est plus du pénal pour faire peur parce que personne n'est condamné en général. C'est juste pour que les personnes soient un petit peu secouées au commissariat. Le code de la santé publique, c'est le cas notamment pour des problématiques... alors peut-être un petit peu pour le handicap, mais c'est aussi pour tout ce qui est contraception. Code rural de la pêche maritime, je crois que c'était pour les cantines et tout ce qui était les repas bio. Code du sport, pour les associations sportives. Code de la sécurité intérieure, tout ce qui est surveillance des établissements. Enfin voilà, et après ça continue. Peut-être le plus important, c'est qu'on a le code de commerce qu'on oublie pour tout ce qui est école de commerce. Et c'est dans le code de commerce. Et parfois, on peut même se retrouver... pour des raisons de litige, même devant les tribunaux de commerce. Ça, finalement, c'est quand même une grosse partie de l'enseignement supérieur, les écoles de commerce. Pareil aussi avec une séparation entre tribunaux administratifs et tribunaux judiciaires, mais qui est plus simple. Et le code de la consommation, et ça, beaucoup d'écoles privées en fait oublient qu'elles sont soumises au code de la consommation. Alors les contrats, je pense qu'ils ne sont pas faits par des juristes. C'est blindé de clauses abusives. Il n'y a jamais de médiateur. Donc ça aussi, c'est sans doute un champ pour les juristes pour mettre du droit de meilleure qualité pour les écoles privées et les contrats des écoles privées, en particulier dans le supérieur ou même avant. Donc là-dessus, on voit que ça brasse énormément de choses. Moi, je suis publiciste de formation. Je me suis un peu mis de manière, on va dire, pragmatique à quelques points de ces matières. Mais voilà, le code, c'est juste vraiment un focus pour dire le code d'éducation, le droit d'éducation, c'est beaucoup de choses. Et quand on veut conseiller des parents, on est obligé en fait vraiment de sortir aussi du simple code de l'éducation ou du droit administratif. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la matière. Et c'est quelque part une matière un peu comme... pour moi, à la base, j'avais fait un master 2 en droit de l'environnement. C'est des matières un peu mixtes, comme le droit immobilier, qui sont au carrefour des droits. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt et la variété du
du métier. Et ceci dit, il y a quand même une unité. Il y a une unité. Il y a peut-être le principe, ça serait, on avait dit, le droit à l'instruction, liberté d'enseignement. Et j'en ai pas parlé dans les sources, mais ce serait aussi peut-être le seul principe vraiment jurisprudentiel, c'est celui de la souveraineté du jury, qui est aussi un petit peu au carrefour et qui transcende un petit peu tout. Et je pense qu'il traduit la spécificité du droit de l'éducation, qui est vraiment cette relation de maître à élève, pour le meilleur comme pour le pire. Et d'ailleurs, les parents d'élèves souvent ne comprennent pas qu'on leur parle comme à des enfants. Et donc, je passe souvent mes journées à expliquer que voilà, ils ne peuvent pas non plus parler aux professeurs comme des égaux, mais qu'ils doivent jouer un petit peu le jeu pour que ça se passe bien. Et c'est dans ce principe-là donc de souveraineté du jury qui est un petit peu une sorte de trou noir contre lequel on se bat, ou qu'on essaie de contourner plutôt pour essayer d'obtenir gain de cause. Et c'est ça sans doute à chaque fois, j'ai envie de dire, le trait un peu saillant commun à beaucoup de dossiers. Alors après, sur les normes, il y a aussi peut-être, je ne sais pas si c'est une spécificité du droit de l'éducation, mais c'est quand même très prégnant, c'est le droit, on va dire, mou, ou en tout cas tout ce qui est infra-législatif, infra-réglementaire. Donc on a les contrats de droit privé, j'en ai parlé, et je pense plus aux contrats, pas tant les contrats entre les écoles sous contrat, qu'il n'y a pas grand-chose dedans, mais surtout les contrats passés par les étudiants, et il y en a énormément. Les règlements intérieurs, souvent ils ne sont même pas signés, mais ils sont opposables. Dans les universités, en général, c'est un petit peu mieux fait, voilà, mais dans les écoles privées, c'est des documents on ne sait pas quelle est leur portée juridique, parce qu'ils ne sont jamais ni acceptés ni signés par les étudiants. Et après, dans les établissements, donc on a tout ce qui est règlement des études et règlement des examens. Et là, c'est aussi une vraie question, puisque souvent, ils ne sont pas forcément pris dans les formes, et on arrive régulièrement à faire sauter des règles opposables, puisque ça n'a pas été adopté. En général, c'est par le conseil d'administration. Mais il y a la même question en fait, pour les écoles privées. Après, si on redescend encore un petit peu, on a alors des circulaires. Alors là, il y en a beaucoup, mais à la limite, c'est bien quand c'est des modes d'emploi. Mais il y a beaucoup de cas où en fait, c'est la seule norme juridique dont on dispose, puisqu'en fait, je veux dire, personne n'a jamais pris la peine de faire du vrai droit, de prendre des arrêtés ou des décrets. Donc voilà, parfois c'est un mal pour un bien, mais souvent on s'interroge, voilà, qu'est-ce que c'est ? Et souvent, quand on veut se prévaloir des dispositions, le juge dit, de toute façon, c'est qu'une circulaire. Circulaire, il n'y a rien à voir. Il y a eu le cas, par exemple, sur les délais pour prévenir les études, pour prévenir les étudiants qui avaient un examen, ou pour changer les modalités les modalités de l'examen. Voilà, il y avait des délais dans des circulaires. Après, les juges ne sont pas d'accord, est-ce que c'est opposable ou pas. En pratique, voilà, c'est souvent très très utile. Les protocoles, moi je pense aux protocoles sanitaires, mais au-delà de ça, on a eu des guides et des foires aux questions. Alors là, c'est aussi assez intéressant parce qu'on se retrouve avec des textes, et puis en fait, le ministre de l'Éducation en particulier va prendre des foires aux questions pour nous expliquer, par exemple, comment va se passer le bac, alors que les textes en fait ne sont pas changés. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en 2020 pour le bac, enfin même avant le Covid, quand il y a eu en gros une rétention de copies, il y a eu des règles qui ont été prises, qui ont changé tout, et c'était juste fait sous la forme de foire aux questions. Mais c'était pareil avec le Covid. On se retrouve avec finalement, c'est même plus des circulaires, c'est des pages internet qui peuvent changer du jour au lendemain, et qui en fait font autorité auprès des parents et auprès parfois des services. Donc là, ça pose quand même des questions. Ça pose des questions puisque voilà. Après, en soi, je pense que le juge maintenant, il accepte aussi de contrôler ce genre de droit mot, même des communiqués de presse. Mais en pratique, voilà, intellectuellement, c'est un petit peu difficile, et même pour les parents, enfin voilà, ça devient un petit peu compliqué. Même si j'ai envie de dire, c'est mieux que rien, parce que parfois on n'a rien du tout. Donc on préfère avoir juste des foires aux questions, même si c'est bizarre de légiférer par des FAQ. Alors, et encore, on redescend encore plus bas, donc là, c'est aussi des exemples concrets, où on a des modalités d'organisation des examens qui sont prévues, et les étudiants vont être prévenus par mail. Parfois, c'est des PowerPoint, il n'y a pas de règlement des études, il n'y a pas de règlement intérieur, c'est des PowerPoint qu'on donne aux étudiants, et qui n'ont aucune valeur en soi juridique, mais qui sont en fait les seuls documents dont ils disposent. Donc là, quand on est vraiment du droit mou, là, c'est même du droit liquide, si vous voulez. C'est absolument... ça crée de l'insécurité juridique pour les étudiants. Et je leur dis, mais vous avez que ça ? Ils disent, oui, on n'a que ça. Et en fait, parfois, il n'y a que ça. Donc là-dessus, c'est intéressant au niveau de la pratique. Au niveau de la pratique de l'avocat. Et c'est aussi intéressant aussi au niveau des pratiques des établissements. Et il y a eu beaucoup de cas de contentieux où les règles ont été changées au dernier moment par... les établissements sur l'organisation des examens, par exemple, pour prendre distanciel, etc. C'était prévu par les ordonnances Covid, mais ça a été fait vraiment de manière assez aléatoire, donc parfois par des mails de la secrétaire ou même juste du bouche à oreille. Et donc derrière, ça a pu être censuré assez régulièrement par les juges qui, en général, quand même censurent bien tout ce qui était, surtout les vices d'incompétence. Ça, le juge administratif, il fait bien le travail.
Voilà un petit peu là-dessus. Et après, donc, un petit point sur la doctrine. Donc, là, c'est aussi un appel, puisque en tant que praticien, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent. Donc, il y a la lettre d'information juridique du ministère de l'Éducation, qui a le mérite d'exister, mais c'est ni scientifique, c'est ni objectif, puisque nous, quand on gagne, les décisions, elles ne sont jamais dedans. Donc, en gros, c'est que les décisions qui plaisent au ministère. Et après, il a raison de le faire. Mais voilà, ça pose quand même question sur, enfin c'est pas la faute du ministère, mais c'est disons on va dire faute collective qui fait qu'on manque d'outils objectifs. Voilà. Est-ce que moi je fais la même chose que le ministère, c'est-à-dire quand j'ai des décisions positives ou que je repère des décisions qui vont dans mon sens, donc plutôt côté parents ou contre l'administration, je le publie, mais parfois en vérité c'est pas du tout scientifique. Il y en a une et puis il y en a eu 3 autres qui disaient l'inverse, parce que moi si vous voulez c'est quelque part c'est un document qui est plus commercial qu'à vocation scientifique. Donc là-dessus on a un petit peu quand on cumule les deux, on peut avoir une vision un peu plus objective. Donc les défaites des requérants pour la LIJ et puis les victoires quand on consulte les blogs des avocats, mais c'est quand même dommage. Il y a quelques ouvrages, donc je salue encore le dictionnaire parce que moi il me sert au quotidien, le dictionnaire critique. Et pour les revues, donc moi je continue de lire les revues administratives, mais souvent, soit on n'a pas les abonnements parce qu'on n'a pas tous les abonnements comme vous, soit tout simplement on ne sait pas bien chercher, et il manque vraiment une revue spécifique au droit de l'éducation, puisque vraiment, voilà, comme je disais, il y a du droit des contrats, il peut y avoir du droit pénal, du droit de la consommation, du droit du travail. Et là-dessus, c'est pas la même chose quand ça va être fait par quelqu'un qui va le faire d'un point de vue du droit de l'éducation ou d'un point de vue de droit du contrat ou du droit pénal. Ça ne sera pas le même apport. Ça sera pas le même apport pour la matière. Et donc là-dessus, on a vraiment un besoin. Voilà, un besoin concret pour les praticiens qui en font au jour le jour. Et voilà, donc je lance cet appel. Après, un autre point, donc peut-être plus aussi sur ma pratique, c'est l'effectivité en question du droit de l'éducation avec la question de beaux principes, parce qu'on l'a vu, il y a des grands penseurs, il y a aussi beaucoup de beaux principes, mais malheureusement, donc dans les législateurs, en plus, c'est gratuit de faire des beaux principes, ils consacrent plein de principes pour accéder à telle ou telle chose, donc en gros, c'est accéder à l'instruction pour les handicapés, les personnes même âgées de 16 à 18 ans, ou pour... dans le supérieur pour accéder au master, enfin bref, il y a plein de choses, mais en fait, en pratique, souvent, ça ne marche pas, et ça ne marche pas pour des raisons parfois très bêtes. Et je vais essayer de revenir juste sur quelques exemples. Donc, par exemple, on nous dit que l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de 3 ans et jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, il y a une obligation de formation entre 16 et 18 ans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on fait des recours auprès du rectorat, les enfants qui ont 14-15 ans, on arrive à les faire scolariser. En général, les recteurs n'attendent pas d'avoir le retour des juges. En revanche, dès qu'ils ont 16-17 ans, alors même qu'il y a une obligation de formation, parfois ils ne sont pas scolarisés. Et ça arrive en fait assez souvent, notamment pour les enfants, c'est pas tant les enfants de réfugiés ou les enfants de personnes itinérantes. En fait, souvent, c'est parce que pour accéder aux filières professionnelles, ça devient sélectif. Et donc, il y a des enfants qui se retrouvent affectés à 1 heure et demie de chez eux pour faire un bac pro, par exemple, et ils ont que 15 ans. Et donc derrière, en fait, et souvent c'est des enfants quand même plutôt fragiles, et donc il y a beaucoup d'enfants qui sortent du système en fait avant 16 ans, et c'est la faute des rectorats parce qu'ils sont affectés trop loin. On n'a pas ce problème dans le général. Voilà, ça c'est des exemples concrets, franchement c'est quand même navrant. Pour les enfants handicapés, pareil, normalement ça marche très bien, mais le problème c'est que souvent ils peuvent aller, on leur dit oui vous pouvez venir, mais en fait ils ne sont pas d'AESH. Donc les AESH c'est les aides les personnes qui viennent aider les enfants handicapés, qui sont payées 600 € par mois. Donc forcément, ils ont du mal à recruter. Et là, le juge dit qu'il y a une obligation de moyens, donc il faut que l'administration prouve qu'elle essaie de recruter et qu'il n'y en a pas. Ou même, éventuellement, on peut avoir une injonction d'affecter une AESH ou une injonction, une condamnation, mais in fine, il n'y a toujours pas d'AESH qui est recruté, puisque de toute façon, à 600 € par mois, il n'y a pas grand monde qui se presse pour être recruté. Donc là-dessus, c'est des choses où finalement, il y a des enfants de 12 ans qui ne sont pas scolarisés ou qui sont scolarisés mais qui n'ont pas d'AESH et donc en fait qui végètent au fond des classes. Donc là-dessus, on a un beau principe, mais en pratique, c'est aussi une question de sous. Donc pour ouvrir plus de formations ou pour sur l'orientation aussi des enfants qui vont dans le professionnel ou pour vraiment
assurer une vraie éducation pour les enfants handicapés, et notamment on va recruter les personnels. Là-dessus, c'est vraiment un principe qui est quand même le plus important, puisqu'on parle quand même des enfants. Et là, le juge fait quand même des choses. Le juge n'est pas complètement, j'allais dire nul, mais enfin, voilà, il les condamne, mais souvent ça suffit pas en fait. Et parfois, on a des enfants qui sont des condamnations, mais qui sont pas suivies des faits, tout simplement parce que je crois qu'il y a une AESH sur deux qui n'est pas, un poste d'AESH sur deux qui n'est pas pourvu. Enfin, j'espère pas dire de bêtises sur ce chiffre, mais en tout cas, c'est massif. Pareil sur la cantine, ça c'est assez amusant puisqu'on a eu beaucoup de débats parlementaires. On nous a dit l'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Donc pareil, on se dit c'est génial, ça avait été fait, tous les travaux parlementaires disaient clairement, voilà, c'est un droit. Évidemment, c'est un service public facultatif, donc s'il n'y a pas de cantine, bon voilà, c'est clair. Mais ce que nous a dit le Conseil d'État, donc il est venu contredire des tribunaux administratifs, en fait il nous a dit, oui bon c'est un droit, mais même en fait si vous avez droit, de toute façon s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Voilà. Donc en fait c'est pas un droit. En général, les cantines ne refusent pas, aucune commune ne refuse l'inscription à un enfant quand il y a de la place, c'est toujours parce qu'il n'y a plus de place. Donc en fait ça sert à strictement à rien, donc on ne peut plus rien faire. Et là-dessus, où on pourrait se dire si c'est effectivement une contrainte extérieure, on ne peut pas imposer une obligation impossible, mais là où c'est quand même se moquer un peu du monde, c'est que c'est les collectivités territoriales qui fixent la capacité de la cantine. Donc en fait, on le verra après, c'est le cas d'ailleurs d'autres problèmes. Quand on nous dit qu'il n'y a plus de place, oui, mais c'est vous qui fixez le nombre de postes, la taille, etc. Donc en fait, c'est une impossibilité qui vient de la personne publique elle-même. Nous, en droit, on nous oppose souvent que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ben là, ça ne marche pas, puisqu'on fixe une capacité trop faible, et puis après, on peut refuser des enfants, alors que la loi dit expressément l'inverse. Donc là, c'est un beau droit aussi, mais qui ne marche pas en pratique. Oui, et puis, ouais. Oui, et puis après, c'est quand même là où il y avait, mais même avant la loi, il y avait cette censure aussi. Le fait où avant, on disait, par exemple, les enfants de chômeurs, on les prend pas, ils sont chômeurs, ils n'ont pas besoin d'aller, les enfants n'ont pas besoin d'aller à la cantine, les mamans ou les papas peuvent s'en occuper. Donc ça, c'était censuré sur la rupture du principe d'égalité. Voilà. Mais donc en fait, une fois fait, comme on enlève tous les critères illicites, après c'est la roulette russe. Hein, donc voilà. Parce qu'en fait, il n'y a aucun vraiment critère pertinent pour dire je refuse votre enfant pour qu'il n'aille pas à la cantine. Voilà. On a le même problème pour les collèges et les lycées qui accueillent les élèves donc, résidant dans leur zone de desserte. Ça veut dire normalement j'ai le droit à être dans mon collège de secteur, hein, tout simplement. Donc c'est ça plutôt district hein, dans les textes. Mais en fait, ça ne marche pas non plus. Pourquoi ? Parce que derrière, le juge dit pareil, s'il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Alors qu'il n'y a aucun texte qui fixe vraiment, se faire de ma part, le nombre maximal d'enfants par classe. Et donc en général, c'est 35, mais c'est pas, voilà, en fait, ça dépend plutôt de la taille des classes. Et pareil, pour les recrutements, ou s'il faut créer des préfabriqués, ça dépend aussi des rectorats. Donc à la limite, et même par ailleurs, la sectorisation, on pourrait dire, toute cette rue, vous allez vous changer de secteur, là où il y a de la place. Donc pareil, on se retrouve avec un droit qui est important, parce qu'on se dit, bon, à la limite, ils peuvent aller au collège à côté, mais souvent, ça peut être soit très loin, soit aussi, souvent, ce qui est embêtant, c'est qu'ils perdent tous leurs amis, parce qu'en fait, tout le monde va dans un collège, il y a des enfants parfois un peu fragiles, en tout cas, c'est ceux-là dont les parents nous saisissent, qui se retrouvent tout seuls, et parfois, parfois ça peut être assez dramatique, ou vécu dramatiquement, à tort ou à raison, mais en tout cas, ça peut être un gros problème. Donc là, pareil, on a un droit qui est bien dit, parce que c'est du présent indicatif, normalement c'est impératif en droit, et en pratique, c'est neutralisé aussi par le juge. Mais bon, ça à la limite, c'est moins embêtant, ils peuvent quand même aller ailleurs. Un autre exemple aussi de beau principe qui a été neutralisé par le Conseil d'État, on nous dit, donc, préambule de 46, gratuité de l'enseignement public supérieur. En fait, le Conseil d'État nous dit oui, bon, la gratuité, mais en fait, c'est bon si c'est modique. Mais après, quand on regarde, en fait, modique, c'est juste, ça peut couvrir les frais. Et j'ai eu un exemple dans des universités, mais il y a d'autres établissements publics, il y a des MBA ou des masters spécialisés. Donc ça va être 10, voire 15 000 € l'année. Je ne sais pas si c'est modique, mais là, on vit un peu sur une autre planète. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est dommage. On pourrait dire, bon, il n'y a pas de principe de gratuité dans l'enseignement public supérieur, pourquoi pas. Mais là, on le dit que c'est le cas, mais en pratique, ce n'est pas le cas. Donc là-dessus, je pense que c'est dommage aussi, puisqu'on consacre des beaux principes, mais en pratique, ils ne sont pas sanctionnés par le juge. Et voilà, un droit qui n'est pas sanctionné, ce n'est pas un droit. Oui, qu'il arrive à... Oui, mais c'est pas ce qui est écrit voilà. Oui, non, bien sûr. Après, c'est toujours fait de manière subtile, mais voilà. Mais bon,
globalement, après, voilà, ça vide les principes de leur substance. Voilà. Ou pour les étudiants étrangers aussi, je crois qu'il y avait aussi une dérogation. Alors après, pour les masters, ça aussi... Alors, je ne sais même pas si j'ai mis le bon d'ailleurs, parce que... Ah oui, en plus, c'est l'accès en même master 2, donc j'ai même pas mis forcément la bonne. J'ai pas bien fait, j'ai fait rapidement le PowerPoint ce matin. Mais globalement, c'est pareil, le droit à la poursuite en master. Donc je pense que c'est pas cet article-là. C'est écrit clairement. En pratique, pourquoi ça marche pas? Et peut-être que vous le vivez aussi vous universitaire. En tout cas, nous, ce qu'on voit pour les étudiants, c'est puisqu'on maintenant il y a un mécanisme. Enfin, c'est mieux qu'avant. Avant, il y avait rien. Ils saisissent le recteur. Alors le recteur, il va demander à toutes les universités, s'il vous plaît, trouver une place. Les universités disent il n'y a pas de place. Et ensuite, on va voir le juge administratif. Et le juge nous dit bah oui, mais le recteur ne peut pas ordonner l'inscription. Un étudiant, c'est pas le recteur qui n'est pas compétent pour inscrire l'étudiant en master. Et si on attaque l'université, il nous dira mais non, mais l'université n'a pas l'obligation de prendre votre étudiant, puisqu'en fait c'est le recteur qui a l'obligation de trouver une place. Donc en fait là-dessus c'est un mécanisme un petit peu tordu. Alors ça change tous les ans. Peut-être qu'avec la nouvelle monture ça va marcher. Mais l'année dernière tout a été balayé. Il n'y a eu aucun étudiant qui a pu obtenir une place en master via le droit de la poursuite des études en master. Enfin, je veux dire, devant le juge. Après, parfois, ça a pu fonctionner en amont, mais le juge a tout balayé. Voilà, ou sur le terrain de l'urgence. Enfin, ça a été complètement balayé. Parfois, d'ailleurs, même, il y avait des étudiants qui avaient leurs résultats de master 1 après l'expiration du délai pour saisir le recteur. Voilà, donc on se retrouvait, enfin ça a été pareil, ça a été neutralisé, parce que la vraie raison, c'est juste qu'il n'y a pas assez de place en master et qu'on n'a pas envie de créer des places temporaires, puisque avec l'évolution démographique, il y aura moins un peu dans les années à venir, ça va rediminuer normalement. Et donc là-dessus, bon voilà, on peut se dire, voilà, c'est marche ou crève, mais on a aussi consacré un beau principe, et en pratique, moi je suis obligé d'expliquer aux clients, en fait, je suis désolé, on pourra faire plein de recours, mais ça ne marchera pas. Donc moi, ça me met une mauvaise humeur, parce que les clients après sont tristes. Et donc voilà, malheureux, ils sont tristes, et puis on perd des beaux contentieux à faire. Donc maintenant, moi, je ne fais plus ces contentieux, parce que ça ne marche plus. Ça ne marche pas du tout. Et un dernier point, et après je terminerai là-dessus, qui est un peu aussi un problème très récurrent, et peut-être que vous allez en parler ensuite quand vous parlerez de Parcoursup. Nous, ce qu'on voit en tout cas du point de vue pratique, et pourquoi ça ne marche pas, et pareil, les parents, ils sont fâchés. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont des mauvaises notes, parfois c'est à tort, parfois c'est à raison, mais parfois il peut y avoir des erreurs. Normalement, quand il y a une erreur sur une note au niveau du bac, on peut la corriger en disant il y a une erreur matérielle, par exemple. Enfin, il y a d'autres arguments, mais le plus simple, c'est l'erreur matérielle. Imaginons, là, je suis en première ou en terminale, j'ai une erreur matérielle sur mon bulletin, ça va me plomber ma moyenne dans Parcoursup. Le juge va nous dire, on s'en fout, par exemple, parce que de toute façon, alors soit si c'est une note, ça vaut rien, et puis si c'est une note du baccalauréat, de toute façon, vous pourrez contester. Si vous ratez le bac, vous pourrez le contester. Mais on s'en fout, puisque en fait, au moment où on aura le bac, de toute façon, le Parcoursup, ça aura déjà mouliné. Donc en fait, en pratique, on ne peut pas attaquer les données comprises dans le système Parcoursup parce qu'une note ne fait pas grief. Alors qu'en fait, en raison du contrôle continu et de la prise en compte par l'algorithme des données en amont, la note en fait fait grief aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça serait une usine à gaz monstrueuse, donc le juge refuse. Il applique toujours la jurisprudence de 61, mais elle rend impossible en fait. Là-dessus, on est privé d'accès au juge et parfois c'est très important. Voilà un petit peu un exemple, un exemple aussi qui est embêtant. Et on peut pas non plus, on pourrait se dire, on n'a qu'à attaquer la décision, enfin on n'a qu'à attaquer Parcoursup. On peut pas non plus, parce que Parcoursup, c'est pas une décision, c'est juste une base de données. Et les décisions sont prises individuellement par chaque université. Donc si mon dossier il est plombé par des notes ou des erreurs matérielles, il faudrait que j'attaque devant chaque tribunal administratif de France les refus de chaque établissement. Et donc en gros, l'université de Picardie devrait se trouver à défendre en disant mais ma décision n'est pas entachée d'erreurs matérielles, mais il n'en sait rien vu que c'est des notes qui ont été rentrées par l'établissement et par le rectorat. Donc c'est juste impossible. Et de toute façon, ça interviendrait trop tard puisque souvent ils sont sur liste d'attente et donc quand on se retrouve pour des raisons de calendrier, la rentrée a déjà commencé. Donc là, on se retrouve aussi. Tout ici, on a essayé des référés suspension, des mesures utiles, il y a peut-être d'autres choses. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas, et donc c'est dommage, puisque les enfants et les parents sont privés du contrôle juridictionnel pour quelque chose qui est quand même assez essentiel pour eux, puisque c'est la poursuite de leurs études. Je parlais que des choses négatives, il y a quelques principes qui me fonctionnent bien, mais voilà, c'est un peu le retour du praticien qui parfois bloque contre les vicissitudes du droit à l'instruction. Voilà. Oui. Ça marche. Ça marche ?
Enfin, c'est plus une remarque qu'une question. C'est que je pense que le juge administratif est très pragmatique et que contester une note, ça ne se fera jamais parce que c'est une explosion du contentieux administratif. Quant au pouvoir politique, il a tendance sous la pression des électeurs, hein, à accorder des droits et puis pas faire suivre les moyens budgétaires. Par exemple, le handicap, on s'aperçoit que mettre les gens les enfants handicapés dans des classes ordinaires, c'est en soi une très bonne idée. Mais la raison, elle est budgétaire. Parce que comme l'État a eu énormément de contentieux de non-scolarisation dans des domaines spécialisés, dans des écoles spécialisées, il a essayé de mettre le maximum de gens dans les écoles classiques en laissant les instituteurs, les professeurs des écoles se débrouiller parce que finalement, ce n'est pas son problème. Lui, du moment que les statistiques, les quotas sont remplis, il est content. Mais au quotidien, c'est la machine administrative qui règle le problème. Et donc, c'est toute la derrière, il y a toujours une raison budgétaire ou une raison d'organisation administrative. Alors, c'est vrai que pour les avocats, c'est-à-dire qu'il y a deux visions. Il y a la vision de l'éducation nationale. Nous, enseignants du supérieur, on est bien content qu'il y ait la sélection en première année et la sélection en master, et on fait tout pour que ça fonctionne. Mais le point de vue de l'avocat, c'est un peu normal qu'ils disent oh bah ouais, mais c'est pas normal, il y a un droit à un et puis on peut pas l'exercer. Donc c'est toujours des contradictions de point de vue. Bien sûr. Et par ailleurs, vous savez, pour parler de votre cas, des masters, il y a aussi un droit vraiment prioritaire pour l'accès au master pour les étudiants handicapés. Alors moi j'en ai un, mais juste ça fait 2 ans, il ne peut pas, parce qu'en fait, la fac dit oui, on veut bien, mais aucun directeur de master ne veut l'étudiant. Alors peut-être qu'ils lui ont donné sa licence par charité, parce que c'est vrai que l'étudiant est très bizarre. Mais malheureusement, voilà, on se retrouve avec cette difficulté, puisqu'ils ne comprennent pas. Si on leur disait, t'as pas le droit, à la limite ils s'arrêteraient, mais comme ils se disent, c'est écrit noir sur blanc que j'ai un droit, ils ne comprennent pas. Et donc là, c'est difficile. Après, voilà, c'est... Enfin voilà, je prends un exemple en fait, de difficulté en fait, d'expliquer aux gens et d'intelligibilité aussi des textes quand on proclame des droits et que derrière, soit il n'y a pas de moyens procéduraux, soit il n'y a pas de budget. Et ça, c'est notre quotidien, mais c'était pour partager ça un petit peu avec vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention qui m'a beaucoup intéressé et surpris aussi parce que moi je suis sociologue et on travaille beaucoup sur la question du non-recours au droit. Et parmi la question du non-recours, on estime que vraiment ce qui est tout en bas de l'échelle du non-recours, c'est l'éducation, en l'occurrence. Ce qui est confirmé également par les différents rapports du défenseur des droits. Et là, j'ai été surpris d'entendre que vous aviez pu constituer une étude quasiment exclusivement sur le thème de l'éducation. Donc on aurait envie de discuter encore plus longuement, mais je pense qu'on le fera dans un moment informel. Mais sinon, j'avais quelques remarques à faire d'ordre général, après plus précises. Les remarques, c'est que donc, je suis sociologue, je m'adresse à des juristes. Alors, je vais essayer d'être rigoureux, mais il me semble qu'en fait, on a 3 termes qu'on mobilise, et je ne suis pas sûr que ce soit tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a éducation, instruction, et vous avez rajouté formation pour ce qui est de l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que ça change quelque chose dans la donne juridique ? Moi, il me semble que oui, mais ce serait un sujet à approfondir. Bon, d'autre part, l'autre question que je me posais, ce que j'en parlerai un peu dans mon intervention, c'est que vous avez fait référence donc au juge administratif et jusqu'au Conseil d'État. Mais vous avez fait peu référence en fait aux juridictions européennes, voire internationales. Alors je vais prendre deux exemples très, très rapides. Par exemple, la cantine scolaire, en raison de manque de place, quand les dossiers remontent jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, les municipalités sont systématiquement condamnées en raison d'une obligation, alors j'ai plus le terme exact, d'agir positivement dans l'intérêt de l'élève. De même, la question de la sectorisation et d'obligation de scolariser un enfant qui est dans la desserte de la commune, ça fait pratiquement 30 à 40% des contentieux à l'échelle européenne,
à chaque fois, il gagne. Voilà. Donc je me suis demandé, voilà, c'est ma question en fait, pour faire une question, si dans votre travail, en fait, d'abord, quel est le profil des gens qui viennent vers vous? Parce que c'est quand même pas rien, parce que d'après ce que j'ai compris, quand on porte plainte contre une école ou un chef d'établissement, c'est l'État qui est condamné. Et d'autre part, jusqu'à quel niveau de juridiction en fait vous montez? Voilà, est-ce que vous allez jusqu'à d'autres doctrines en quelque sorte? Alors, sur l'accès au droit, il y a un de vos collègues sociologues qui m'ont interrogé récemment, alors je ne sais pas si vous travaillez avec eux, sur justement en fait, l'accès au droit, enfin, d'un point de vue sociologique, donc je ne peux pas vous trouver de nom si ça vous intéresse. Et ce que je leur avais dit, c'est qu'en fait, effectivement, nous, on n'a pas les gens les plus pauvres, mais au-delà des questions budgétaires, hein, parce que de toute façon, ils ne vont même pas penser à prendre un avocat. Moi, ce que j'ai sociologiquement, en fait, c'est des gens qui ont quand même un petit peu d'argent, mais n'ont pas forcément n'ont pas forcément n'ont pas forcément des avocats autour d'eux. Voilà. Parce que ceux-là, ils vont passer par un avocat qu'ils connaissent par le bouche à oreille, et donc ils vont passer pour des choses comme ça par l'avocat. Voilà. Donc en gros, les C++, en général, ils ont un avocat. Donc moi, c'est plutôt des gens qui, soit parce qu'ils n'arrivent pas à se débrouiller eux-mêmes, ils n'ont pas les codes, donc ils se fâchent avec l'administration, ou ils n'arrivent pas bien à s'exprimer, ou ils parlent parfaitement français, mais ils n'ont pas forcément le langage administratif. Et également, ils n'ont pas d'avocat autour d'eux pour faire un courrier gentiment ou pour le faire, parce que c'est des dossiers quand même assez spécifiques. Voilà. Donc on a beaucoup de... sociologiquement, c'est beaucoup ça. Et donc c'est beaucoup des gens aussi issus de l'immigration qui sont nés en France et qui sont fâchés avec l'école. Parfois aussi qui revivent aussi les problèmes qu'ils ont eu eux-mêmes à l'école et qui ont suffisamment bien réussi dans leur vie pour pouvoir se payer un avocat. Donc voilà, c'est pas de la majorité, mais il y a une surreprésentation des gens comme ça. Et après, donc nous, on ne va pas devant la Cour européenne des droits de l'homme pour deux raisons. Déjà, c'est celle de l'incompétence, enfin mon incompétence en la matière. Je ne sais pas si je saurais faire. Et de l'autre, c'est le coût, puisqu'il faut déjà en fait normalement avoir épuisé les voies de recours internes. Et donc en général, nous on s'arrête en première instance. Parfois, ceux qui ont assez de sous, ils vont en appel. Devant le Conseil d'État, c'est d'autres avocats qui ont un monopole devant le Conseil d'État et la Cour de cassation. Enfin, pas pour le premier ressort, mais en gros pour tout ce qui est cassation. Par exemple, si en général c'est des référés, il faut aller en cassation. Ça sert à rien parce que les délais, ça va prendre 3 à 6 mois, donc de toute façon l'année elle est finie. Et de deux, enfin elle est finie, elle est déjà entamée. Et de deux, ça coûte très cher parce qu'ils ont un monopole et ils sont plus chers. Et après, on pourrait aller saisir la Cour européenne des droits de l'homme. On a un exemple très très typique en matière de médecine. Il y a eu ça a été fait, mais il y a eu vraiment, mais ça a été n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ils ont modifié les règles. Il y a eu dans toutes les premières années de médecine de l'année dernière, il y avait des irrégularités parfois absolument monstrueuses. La plupart des dossiers ne sont pas passés devant le tribunal administratif pour des raisons d'État, puisque sinon, il fallait annuler tout le concours. Donc c'était en général, on était en juillet-août. Il y a eu beaucoup de recours parce que c'est des gens, pour le coup, il y a beaucoup d'étudiants et ils ont les moyens de se payer un avocat parce que c'est des parents d'enfants qui sont en médecine, donc en général, ils ont plus de sous. C'est pas passé parce que voilà. Et le Conseil d'État a été saisi et il a annulé l'ordonnance en disant oui, il y avait urgence. Mais en fait, ça n'a servi à rien puisque de toute façon. En fait, l'année était déjà finie. Il a dit oui, il y a urgence, mais pour des raisons, je ne sais pas quoi, supérieures, impérieuses, il y a l'intérêt public. De toute façon, on n'annule pas. Parce qu'effectivement, c'est absolument impossible d'annuler un concours de médecine en milieu d'année suivante, alors que c'est un concours. Donc normalement, c'est une délibération qui est indivisible. Donc pour des raisons pratiques, c'est impossible. Et donc on voit bien que là, le recours au Conseil d'État a été victorieux, mais de manière inutile pour les étudiants, puisque de toute façon, ils avaient fait autre chose et le juge ne pouvait pas annuler. Donc on a vraiment ce problème-là de la cassation qui est trop longue pour les référés. Voilà. Et aussi celui du coût. Mais c'est une bonne question. Et là-dessus, le Conseil d'État, parfois, il y a des choses où il est plus carré, notamment sur l'appréciation de l'urgence. Parfois, on nous dit souvent qu'il n'y a pas d'urgence en référé. Je pense par exemple à un cas en médecine, on nous a dit qu'il n'y a pas d'urgence, il n'a qu'à faire la passerelle en troisième année. Enfin, ce qui n'a absolument aucun sens. Je veux dire, derrière, ça ne marche pas en pratique, c'est pas possible. Donc parfois, on nous balaye, et derrière, le moment où le jugement au fond est rendu, de toute façon, il y a non-lieu à statuer. Si ce n'est pas juridiquement, ça l'est en pratique, puisque l'enfant, il a fait autre chose de sa vie, quoi. Donc on a cette problématique-là des délais de recours. Qui freine en fait le fait de monter dans les degrés supérieurs. Voilà. Une dernière question ? Il y a deux petites choses. Alors, j'étais absolument passionné par votre intervention. Je pense qu'on est fait pour travailler ensemble sur certains dossiers, mais on en reparlera. Moi, sur l'enfance handicapée,
j'ai deux choses. J'ai une chose à dire, parce que j'en ai marre de travailler là-dessus. Mais bon, quand même, cette histoire d'auxiliaire de vie scolaire, d'AESH, c'est quand même très à la mode. Oui, mais il y a beaucoup d'enfants handicapés qui n'en ont pas besoin. Je pense que véritablement, on est en train de confondre en France handicap, parce qu'on a mis ce mot au singulier, ce qui est la plus grande absurdité, et encore plus, j'ai entendu cet après-midi, situation de handicap. Situation de handicap, je le serais si j'avais des gouttes dans les yeux depuis ce matin, mais c'est pas ça. Bon, donc si vous voulez, moi j'aurais été très malheureux si on m'avait foutu une AESH, je le dis. Donc il n'en faut pas pour tout le monde, hein, et là, il y a ce côté globalisant. Mais c'est pas là-dessus que je voulais intervenir, c'est sur ce droit à la formation, et là je vous rejoins entièrement, parce que vous avez des textes qui paraissent gentils et qui aboutissent à des choses méchantes. Je pense par exemple à cette disposition du Code de l'action sociale et des familles en matière d'enfance, qui a ajouté dans la loi de 2016, oui, c'est pas la dernière, c'est celle de 2016, qui a ajouté une disposition très scélérate qui dit que quand un MNA, un mineur non accompagné, arrive à l'âge de 18 ans, le conseil départemental est obligé de continuer à le prendre en charge s'il est en cours de formation. Du coup, vous avez des conseils départementaux qui s'arrangent pour que les gamins ne fassent pas de formation quand ils ont 17 ans et demi. Et je suis dans un département où ça se fait, où ça s'est fait en tout cas, ça se fait plus trop. Mais c'est vrai, c'est-à-dire que derrière tout le texte, bah, du coup, il y a un arrangement qui fait que ce texte finalement nuit à ceux à qui il devait profiter. Et je crois que là-dessus, vous avez fort bien compris une certaine logique actuelle du droit de l'éducation, ou du droit à l'éducation, comme vous voulez. Merci beaucoup. J'ai eu la chance aussi de voir ce dictionnaire critique du droit de l'éducation. Et c'était pour moi un vrai bonheur, parce que je travaille sur le droit de l'éducation depuis une trentaine d'années en Belgique, et ça fait longtemps que j'essaye de faire du droit comparé avec la France. C'était très, très, très difficile, comme on l'a exposé tout à l'heure. Et là, maintenant, enfin, on a des liens, quoi. Donc ça, c'est fantastique. Et c'est encore un plus grand plaisir de pouvoir venir échanger avec vous ici. Alors, en égrenant les verbaux des deux tomes du dictionnaire, je me suis dit que je pouvais évoquer, j'ai eu 1 heure, hein, c'est ça à peu près, vous avez dit, évoquer 5 thèmes, en fait, qui pourraient être intéressants pour une comparaison France-Belgique, et qui pourraient donc être riches d'enseignements, c'est le cas de le dire. Premier thème, comment le droit international est-il pris en compte ? Deuxième thème, que reste-t-il de la liberté d'enseignement, et notamment de l'enseignement à domicile ? Troisième thème, l'enseignement obligatoire est-il effectivement gratuit ? Quatrième thème, comment réduire les inégalités sociales à l'école et instaurer la mixité sociale ? Et cinquième thème, quelles sont les barrières à l'accès à l'enseignement supérieur ? Donc évidemment, je vais être très rapide sur chacun de ces thèmes. Donc tout d'abord, la prise en compte du droit international. Et ça a été évoqué un petit peu tout à l'heure. En France, je sais que tout réside en fait dans les préambules et dans la déclaration de 1789, et que donc le droit international finalement ne concerne pas trop la France. Chez nous, c'est un peu l'inverse. Donc la liberté d'enseignement a été consacrée par la Constitution dès l'avènement de la Belgique, j'y reviendrai tout à l'heure, en 1831, mais elle était déclinée avec beaucoup plus de précision à l'occasion de la révision constitutionnelle de 1988, qui a attribué en fait la compétence en matière d'enseignement aux communautés. Donc c'était une matière nationale jusque-là, et c'est devenu une compétence des communautés. Alors, le siège de la matière, c'est l'article 24 de la Constitution, et cet article se réfère explicitement, notamment, à la Convention européenne des droits de l'homme. Je donne un exemple, la définition de la neutralité d'enseignement. On dit, je cite la Constitution, la neutralité implique notamment le respect des conceptions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. C'est une évocation expresse de l'article 2 du premier protocole. Même chose, l'article 24 dispose également, je cite, « Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés et des droits fondamentaux ». La Cour constitutionnelle précise que parmi ces droits et libertés doivent être respectés figurent les traités internationaux consacrant les droits fondamentaux auxquels la Belgique a adhéré. Et alors, par exemple, en matière d'obligation scolaire ou de gratuité de l'enseignement, la Cour se réfère systématiquement au Pacte ONU de 1966 et à la Convention des droits de l'enfant de 1989. Et alors, la Cour constitutionnelle a même développé la théorie que l'on appelle de l'ensemble indissociable, qui veut que lorsqu'une disposition internationale a une portée analogue à une disposition constitutionnelle qui souvent est plus concise et plus datée, les garanties offertes par la disposition internationale constituent un ensemble indissociable avec celles contenues dans la Constitution. Donc on incorpore dans notre droit constitutionnel le droit international. Exemple,
amenés à garantir le droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, la Cour précise, je la cite, que lorsqu'elle exerce son contrôle au regard de l'article 24 de la Constitution, la Cour tient compte de l'article 2 du premier protocole. Alors cette théorie de l'ensemble indissociable permet donc à la Cour d'incorporer non seulement les textes, mais aussi directement la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, par exemple, ou la Cour de justice, puisque maintenant la Cour de justice intervient aussi de plus en plus en matière de droit de l'enseignement. Et si vous lisez les arrêts de la Cour constitutionnelle belge, elle cite explicitement, avec référence, la jurisprudence internationale. Mais ça lui permet aussi de faire une économie, parce que le plus souvent, par exemple, la Cour de Strasbourg va reconnaître une large marge d'appréciation aux États, qu'on songe à toutes les affaires du foulard, par exemple, et la Cour belge va s'en dispenser en disant la Cour de Strasbourg a tranché, je ne vais pas plus loin. Alors, autre cas, la Cour se réfère, je l'ai dit aussi, au pacte ONU et à la Convention des droits de l'enfant, mais elle ignore systématiquement les communications des communautés onusiennes. Alors que pourtant la Belgique s'est engagée, elle a ratifié ce fameux protocole, donc elle s'est engagée à respecter ces pactes. Et là, je pense que le parallélisme avec la France est tout à fait parfait. Deuxième point, la liberté d'enseignement. La Belgique a été la première à consacrer dans sa constitution la liberté d'enseignement, sauf, parce que je veux quand même être précis ici, si on accepte l'éphémère constitution de l'an 3, qui le consacrait déjà. Et cette liberté avait été mise à mal par l'occupation justement française, puis hollandaise. Sa restauration fut un des enjeux tout à fait majeurs, je n'ai pas le temps de développer, mais de la Révolution belge de 1830. S'il y a eu la Révolution belge en 1830, c'est parce qu'on a réussi à mettre d'accord les libéraux et les catholiques de l'époque sur notamment la liberté d'enseignement. Et à l'époque, cette liberté était essentiellement conçue dans son aspect organisationnel, la liberté pour des personnes ou des institutions privées d'ouvrir des écoles, notamment confessionnelles. Les écoles avaient été fermées quand la Belgique, les territoires belges sont devenus des départements français. Cette liberté organisationnelle était peu à peu réduite à peau de chagrin par le droit à l'éducation des élèves, justement, puisque ça supposait l'instauration de l'obligation scolaire qui, elle-même, était conditionnée par la gratuité de l'enseignement. Puisque les établissements privés devaient être subventionnés pour pouvoir accueillir gratuitement les élèves, des conditions de subventionnement de plus en plus draconiennes ont été adoptées, notamment en termes de programme, mais dans toute la vie scolaire. Les établissements privés subventionnés ont même perdu le droit de sélectionner leur population scolaire. Alors la notion d'obligation scolaire, elle est impropre, puisqu'il n'y a pas obligation de fréquenter une école, mais bien de recevoir un enseignement, ce qui peut se faire à domicile. Et la Constitution préserve aussi la liberté pour les parents de confier leurs enfants à un établissement purement privé, qui ne bénéficie donc pas de subventions et n'ont pas soumis à des conditions de subventionnement. Et jusqu'il y a peu, ces modes d'enseignement étaient très peu contrôlés. En 2008, la communauté française les a néanmoins soumis à un contrôle de qualité minimale qui peut déboucher sur l'obligation d'inscrire l'enfant dans un établissement organisé ou subventionné par la communauté. Et la Cour constitutionnelle a validé ce tour de vis en se référant à la Convention des droits de l'enfant. Je la cite. « Si la liberté d'enseignement comporte le libre choix par les parents de la forme de l'enseignement, et notamment le choix d'un enseignement à domicile dispensé par les parents, ou d'un enseignement dispensé dans un établissement d'enseignement qui n'est ni organisé, ni subventionné, ni reconnu, ce libre choix des parents doit toutefois s'interpréter en tenant compte, d'une part, de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son droit fondamental à l'enseignement, et d'autre part, du respect de l'obligation scolaire. » Et la Cour, dans cet arrêt, va plus loin en disant « Le droit à l'enseignement de l'enfant peut par conséquent limiter la liberté de choix des parents et la liberté des enseignants quant à l'enseignement qu'ils souhaitent dispenser à l'enfant soumis à l'obligation scolaire. » Alors si j'ai bien compris, mais je n'ai pas encore eu le temps de vraiment bien étudier cette fameuse loi de 2021 qu'on a évoquée, là, la situation en Belgique diffère fortement, puisque, si j'ai bien compris, maintenant, il sera de plus en plus difficile d'obtenir un enseignement à domicile, et même dans des établissements hors contrat. Et j'ai vu la décision du Conseil constitutionnel qui a estimé finalement que l'enseignement à domicile n'est pas une composante de la liberté d'enseignement, mais enfin, on ne m'a pas demandé de parler du droit français, donc je vais continuer. Troisième point, la gratuité de l'enseignement obligatoire. Alors, on l'a rappelé aussi cet après-midi, maintes fois, les lois Ferry ont consacré dans un même élan la laïcisation de l'enseignement, l'obligation scolaire et la gratuité de l'enseignement.
Au même moment, même un peu avant, les libéraux laïcs belges étaient, eux, déchirés entre droite et gauche, si bien que finalement, il n'y a eu que la laïcisation de l'enseignement qui était consacrée en 1879. Et il faudra attendre 1914 pour que l'obligation scolaire soit instituée. Le principe de la gratuité pour tous les élèves n'étant, quant à lui, vraiment consacré que par ce qu'on appelle la loi du pacte scolaire de 1959. Avec la fin des Trente Glorieuses, le principe de gratuité a été grignoté et la communauté française peine à le concrétiser, même dans l'enseignement fondamental. La section de législation du Conseil d'État, donc qui étudie tous les textes, les projets de loi et de réglementation, dénonce très régulièrement une méconnaissance du pacte ONU de 1966 et de la Convention des droits de l'enfant. La Cour constitutionnelle elle-même a également déduit de ces textes internationaux que l'enseignement primaire doit être immédiatement gratuit, ce qui n'est pas du tout, tandis que l'enseignement secondaire doit progresser vers la gratuité, ce qui impose aux législateurs une obligation de standstill. Et étrangement, il se fait ici écho à l'exposé qui vient d'être fait par Maître Le Foyer de Costil. Les dispositions autorisant la perception de frais, notamment pour le matériel scolaire ou certaines activités comme le cours de natation, ne sont jamais contestées en justice. C'est vraiment étrange. D'ailleurs, on a publié ce qu'on appelle les grands arrêts de l'enseignement. Et pour la gratuité, il n'y a pas d'arrêt. Alors, c'est un truisme. La gratuité de l'enseignement ne peut être concrétisée que si elle est financée par les deniers publics. Or, aux communautés françaises, l'enseignement libre, privé essentiellement catholique, donc libre subventionné, scolarise au moins la moitié des enfants soumis à l'obligation scolaire. Le subventionnement de l'enseignement libre comprend 3 enveloppes. La première, qui est de loin la plus volumineuse, finance le salaire des enseignants, et les enseignants perçoivent le même traitement qu'ils prestent dans le public ou dans le privé. La deuxième contribue à faire face aux frais de fonctionnement, chauffage, matériel scolaire, etc. Les établissements libres devraient percevoir 75% du financement attribué aux écoles officielles. Ils en reçoivent moins de la moitié. Et quand la troisième enveloppe, elle est consacrée aux bâtiments, aux frais de bâtiment, et là, les établissements libres sont sous-financés au prétexte que leurs écoles sont des propriétés privées. La Cour constitutionnelle a longtemps validé ce traitement différencié, mais maintenant, elle a changé sa jurisprudence depuis 2-3 ans et elle pose désormais le principe d'un traitement égal des établissements scolaires, qu'ils soient officiels ou libres subventionnés. Le problème, c'est que la communauté française est totalement désargentée et qu'elle préfère consacrer son maigre budget à renforcer le financement de son propre réseau d'établissements scolaires plutôt que de concrétiser la gratuité de l'enseignement, même en primaire. Je me dépêche. 4e point, la mixité sociale. Alors, d'après tout ce que j'ai pu lire, la France se targue d'être championne du monde en inégalité sociale dans l'enseignement. Mais la Belgique, attention à la Belgique, tant francophone que néerlandophone, est toujours dans la compétition et elle a peut-être plus de chances de détrôner sa voisine qu'en football, parce que là, malheureusement, nous avons eu quelques petites déceptions récemment. Enfin, on va voir. En 2015, néanmoins, la communauté française a réuni les forces vives de l'enseignement pour réformer en profondeur le système scolaire. Il en est résulté en 2017 le pacte pour un enseignement d'excellence qui doit désormais être progressivement implémenté dans la législation. Aux yeux des auteurs de ce pacte, donc qui a rassemblé enseignants, syndicats, associations de parents, etc., la raison des inégalités scolaires doit être trouvée dans tous les mécanismes qui séparent les élèves, notamment en fonction de leurs profils psychosociaux, donc les phénomènes de relégation, de redoublement, etc. Et donc la solution serait notamment d'élaborer sur le modèle scandinave un tronc commun jusqu'à 16 ans. Il y a d'autres études qui dénoncent le fait que l'enseignement en Belgique est un quasi-marché, c'est-à-dire que les écoles se livrent une concurrence acharnée pour séduire le plus d'élèves possible, et les bonnes écoles se disputent les bons élèves. Et d'un autre côté, les parents jouissent d'une très grande liberté dans le choix de l'école. Les auteurs du pacte pointent également la nécessité de relever le défi de la reconnaissance de groupes minorisés. C'est une préoccupation de plus en plus forte. Et à cet égard, le politiste Henry Goldman relève qu'au sein de l'OCDE, la ségrégation scolaire est la plus forte en France et en Belgique, soit les seuls États d'Europe où le port du foulard est interdit à l'école. Est-ce que c'est une simple coïncidence ? Un autre domaine, et on l'a déjà évoqué aussi tout à l'heure, où la Belgique est pointée du doigt, c'est l'intégration des élèves porteurs de handicap au sein de l'enseignement général. Le Comité européen des droits sociaux, donc l'organe de la Charte sociale européenne, a condamné par 2 fois la Belgique
2018 pour la Flandre, 2021 pour la communauté française, à cause des barrières établies à cette intégration, notamment la très grande difficulté d'obtenir des aménagements raisonnables au sein de l'enseignement général. Si j'ai bien compris, la situation française n'est pas meilleure. Dernier point, l'accès aux études supérieures. Alors là, la vision est totalement différente entre la France et la communauté française, parce que la communauté française rechigne vraiment à imposer aux élèves qui ont terminé avec fruit leurs études secondaires, de leur imposer des examens d'entrée ou autres concours pour l'accès à l'enseignement supérieur. La Cour constitutionnelle a été jusqu'à consacrer le principe du standstill au droit à l'accès de l'enseignement supérieur, non seulement dans son aspect pécuniaire, mais également dans d'autres domaines. En l'occurrence, le recul dénoncé portait sur un renforcement des sanctions en cas de fraude à l'inscription ou aux évaluations. Mais la communauté française a dû faire, je ne sais pas si c'est connu ici en France, mais elle a dû faire face à une vague, je dirais même un tsunami d'étudiants français qui cherchaient refuge en Belgique car ils étaient confrontés au nombre famélique de places ouvertes en France dans certaines filières, telles que les études vétérinaires, médicales, kinés, infirmiers. Et donc la communauté française s'est vue contrainte de mettre en place des concours dans ces filières. Mais le problème, c'est que fort de leurs années préparatoires post-secondaires, donc les Français arrivaient à 20 ans et ils étaient confrontés à des élèves de 18 ans belges, mais les Français raflaient toutes les places quasiment. Ce qui fait que la communauté française formait autant de vétérinaires ou de kinés français que la France elle-même. Les chiffres étaient tout à fait comparables. La communauté française, c'est 4 millions d'habitants. Donc, ce qui constituait donc une charge considérable, ingérable, et plus grave, elle ne disposait plus de suffisamment d'étudiants belges pour former son propre personnel de santé. Et donc en 2006, elle s'est coalisée avec l'Autriche, qui elle faisait face à des hordes d'Allemands, des hordes d'étudiants, voilà, pour imposer à la Commission européenne un quota de 30% d'étudiants n'ayant pas de lien avec la Belgique. Et les arguments avancés étaient d'une part la qualité des études, parce que s'il y a trop d'étudiants, on ne sait plus enseigner correctement, et la nécessité de préserver un régime de santé de qualité. Et la Cour de justice européenne s'est montrée sensible au second argument, et donc elle a validé les quotas, mais seulement dans les filières de santé. Voilà, c'était bref, peut-être trop long déjà, mais je trouve que ce serait intéressant de développer une comparaison entre les droits de l'enseignement belge et français dans des pays si proches, et parfois si lointain. Et si jamais vous souhaitez plus d'informations sur le droit belge, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Merci beaucoup. Bernard, une question. J'ai juste une question à poser à M. Delgrange. Le contentieux scolaire est-il chez vous aussi en développement ou pas ? Oui, il y a un énorme contentieux, effectivement, s'agissant de la réussite, par exemple, de l'accès aux études, contentieux disciplinaire aussi. Oui, tout ça est fort développé. Mais chez nous, c'est très compliqué dans l'organisation, puisque quand c'est une école officielle, ça vient devant le Conseil d'État. Mais si c'est une école privée, libre, qui scolarise, donc je disais, plus de la moitié des élèves en Belgique francophone, ça va devant les tribunaux judiciaires. Sauf... Enfin, c'est hyper compliqué. Je peux vous envoyer des tas d'articles là-dessus. C'est hyper compliqué. Sauf quand, par exemple, la délivrance d'un diplôme, puisque là, même si c'est un diplôme délivré par une école privée, c'est un acte de l'État, et donc ça vient devant le Conseil d'État. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence privée-publique entre les communautés en termes de nombre, ou est-ce que c'est équivalent entre la communauté flamande, la communauté française, la communauté flamande, c'est encore beaucoup plus. Ils sont à plus de 60% d'élèves qui sont scolarisés dans le libre. Et donc le libre, c'est à 98%. Ah oui, nettement. Et c'est du confessionnel et du catholique essentiellement. Il y a quelques écoles, très peu d'écoles juives, et on commence à avoir quelques écoles musulmanes, mais c'est très rare. Et c'est facile d'ouvrir une école musulmane ou pas ? C'est très très compliqué. On les embête surtout, à commencer par des règles d'urbanisme qu'on invente. Enfin, c'est extrêmement compliqué. C'est quelque chose qu'on dénonce beaucoup, parce que d'un côté, on chasse un peu les musulmans des écoles officielles, notamment en interdisant le port du voile, et maintenant on veut supprimer le cours de religion. Et d'un autre côté, on les empêche de créer des écoles musulmanes, ce que eux ne veulent pas faire en général, parce qu'ils sont pour l'intégration et donc ils souhaiteraient rester dans l'école officielle.
Et donc, est-ce comme en France, vous avez un SAS qui est l'école privée hors contrat? Oui, je suppose que oui. Oui, Ou mais pas? c'est très très, faible. très peu. C'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Parce que nous, c'est pas si faible que ça, hein. Je n'ai pas le temps de développer, mais on a bien une part d'instruction à domicile qui est maintenue, hein, quand même, hein. Parce qu'en réalité, sur l'instruction à domicile, vu la loi de 2001, ce qui s'est passé, c'est que si on ne va pas inspecter les élèves et leurs familles, ils ont droit à 2 ans d'instruction. Donc il faut absolument qu'on aille partout pour vérifier s'il y a instruction. Après, il y a quand même le privé hors contrat, qui n'est pas extrêmement important, mais dans certaines académies, le privé hors contrat est fort, hein, notamment en Île-de-France. Oui. Et donc là, vous pouvez, dans le privé hors contrat, ceci dit, c'est les familles qui payent tout. Oui, Oui, c'est ça. c'est ça. Oui, Il n'y a, oui. pas d'aide Oui, de oui. l'État. Tout à fait. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je rebondis sur une question à propos de l'enseignement privé, mais peut-être qu'on en reparlera à l'occasion d'autres interventions que j'ai vues dans le programme. Concernant la Belgique, je connais le décret mixité, je crois qu'il s'est appelé comme ça, qui a été longuement débattu. Et puis, il y a beaucoup de travaux sur la question de la concurrence dans les bassins scolaires. Bon, en France, on a la même problématique à peu près, qui se pose dans des termes avoisinants. Et une question que je me pose en vous écoutant, en fait, c'est en tout cas pour le cas de la France, dès qu'on parle de l'enseignement privé, on nous renvoie à la liberté de conscience inscrite dans la Constitution et puis aux lois Fallou et lois Debré de 59. Bon, en disant, voilà, c'est sanctuarisé, si je peux me permettre, on ne peut pas y toucher au risque de déclencher une guerre scolaire. Cependant, comme le disait déjà Antoine Pro, dans son article célèbre, les écoles libres changent de fonction en montrant qu'elles remplissaient plus une fonction de concurrence avec l'enseignement public que réellement de liberté de conscience. Et par conséquent, ça nuit fortement à la ségrégation. Or, dans les textes internationaux... Excusez-moi, vous avez dit ça nuit? Ça nuit fortement, pardon, à la mixité sociale. Ah, pardon. Et dans les textes internationaux, il y a une disposition qui s'appelle, vous en avez fait référence, je crois, les enseignements séparés. Voilà. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'à ce titre-là, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, la question des enseignants séparés, des enseignements séparés, pourrait pas faire référence tout simplement au droit de la concurrence? Voilà, c'est une question que je me pose parce que dans les faits, on a une concurrence publique-privée, mais qui est une concurrence totalement déloyale, puisque le public prenant tous les élèves, le privé pouvant sélectionner. Et c'est une question que je pose comme ça globalement. Est-ce que le droit de la concurrence ne serait pas une entrée finalement de régulation? Oui, vaste question. Mais donc tout d'abord, le droit international, et notamment c'est l'article de mémoire 28 ou 29 de la Convention des droits de l'enfant, garantit la liberté pour des associations privées d'ouvrir des écoles. On ne garantit pas le financement, mais on garantit la faculté d'ouvrir des écoles. Alors si on lit cette faculté, donc on pourrait même, chez nous c'est inscrit dans la Constitution, mais à supposer qu'on modifie la Constitution, ce qui serait impossible parce qu'on ne convaincra jamais les Flamands là-dessus, et même pas, je pense, les francophones. Mais imaginons qu'on le fasse, déjà on serait en contradiction avec le droit international. Donc on doit tolérer le réseau libre à côté du réseau officiel. Alors intervient après le principe d'égalité des élèves, ce qui fait que chez nous on en a conclu la nécessité de subventionner, et donc maintenant la Cour constitutionnelle dit qu'il faut que ce soit un subventionnement égal entre les écoles officielles et les écoles libres subventionnées. Mais en revanche, et contrairement à chez vous, pour autant, j'ai pas encore lu tout le dictionnaire, vous m'en excuserez, mais contrairement à chez vous, donc par exemple, il y a ce qu'on appelle les décrets d'inscription qui s'appliquent dans tous les établissements, qu'ils soient officiels ou subventionnés. Et donc ça veut dire qu'il suffit que des parents d'élèves déclarent adhérer au projet pédagogique d'une école pour avoir le droit de s'y inscrire. Donc les écoles libres, même confessionnelles, n'ont plus le droit du tout de sélectionner leurs élèves. Et de plus en plus, donc par exemple, on a construit maintenant aussi une grosse barrière qui a sauté récemment, c'est l'évaluation externe. Donc jusque-là, un des aspects essentiels de la liberté d'enseignement, c'était la liberté pour les établissements libres de faire leurs propres évaluations, hein, jusqu'au bac. Et maintenant, ce sont des évaluations externes communes. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Une dernière peut-être, parce qu'il
Il faut qu'on passe à la deuxième table ronde. Oui, je voulais juste, dans les échanges, vous parliez des écoles musulmanes. Nous, en France, on a l'équivalent aussi. Et on a les mêmes problèmes en fait, pour l'ouverture, à savoir qu'en fait, on a 3 contrôles possibles, la mairie, le rectorat et la préfecture. Et on nous sort des motifs, mais absolument soit complètement illégaux, soit qui manquent en fait. Et quand on arrive à obtenir l'annulation des décisions, en fait, c'est trop tard parce que l'association a très rarement en fait, les reins pour tenir 1-2 années. Et même ne serait-ce que pour qu'on ait avoir en gros, le récipicé qui dit que le dossier est complet, ça peut prendre 1 an, 1 an et demi, alors qu'en gros, il y a 4-5 documents à obtenir. Et là, c'est vraiment une difficulté, et notamment avec l'instruction en famille qui devient plus compliquée, parce qu'un motif religieux n'est pas du tout, a priori, pas un motif recevable, ou tout simplement des parents qui sont dans des endroits un peu ghetto, donc qui veulent aller dans des écoles privées, y compris musulmanes, parce qu'il y a plus de discipline. Ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui qui peut être une soupape. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en tout cas pour certains rectorats, il y a une opposition de principe, et aussi pour certaines mairies d'ailleurs qui veulent surtout pas d'écoles musulmanes chez eux, puisque voilà, ils imaginent que ça va être l'apocalypse. Et ça, c'est assez intéressant, en tout cas par rapport au. Enfin, je pense qu'il y a même plus d'écoles juives en France que d'écoles musulmanes, enfin, de ce que je vois en pratique en tout cas. Donc c'est assez intéressant, et visiblement c'est exactement la même chose chez vous, donc c'est assez intéressant. Alors, on n'a pas le temps, mais je pourrais vous expliquer en fait par quel mécanisme budgétaire on fige le système. On le fige par un mécanisme budgétaire, donc on n'a pas le temps de développer. Là, je vais juste laisser la parole à Bernard, mais je pourrais vous l'expliquer en détail. Je voudrais simplement signaler qu'il y a 3 ou 4 jours, l'AEF a publié une dépêche d'une chercheuse qui a travaillé sur la question justement des écoles musulmanes et qui en conclut qu'on leur fait toutes les misères possibles pour se créer, se maintenir et se passer sous contrat d'association, contrairement aux autres écoles. Et moi, pratique, quand j'étais au ministère de l'Éducation nationale où j'ai géré ce genre de choses, je peux dire que c'est exact. Hein. Bon, voilà, on ne peut pas dire l'inverse des choses. Le droit de la concurrence, il faut aussi dire les choses. Les écoles catholiques en France, est-ce qu'elles sont encore vraiment catholiques? En tout cas, est-ce que ce sont les motifs pour lesquels les parents mettent leurs enfants dans les écoles privées? Ben non. Aujourd'hui, en France, massivement, c'est pour d'autres raisons que des raisons religieuses. Or, il faudrait pouvoir sonder les reins et les cœurs pour savoir pour quelles raisons les parents le mettent pour pouvoir éventuellement faire jouer le droit de la concurrence. D'autant plus que, notamment en région parisienne, enfin chacun le sait, les établissements privés ont le choix. Pourquoi ils ont le choix? Parce qu'ils ont 3 fois plus de demandes que de places. Hein. Et par conséquent, évidemment, ils peuvent choisir leurs élèves. Hein. Voilà. Alors, le système ne tient en France que par, d'ailleurs, quelque chose qui n'est absolument pas juridique, mais qui est une sorte de convention par accord entre l'enseignement catholique au début des années 80, j'en sais quelque chose, j'étais directeur au ministère à ce moment-là, qui fait que le nombre de postes nouveaux créés sont répartis en fonction des évolutions des effectifs des 2 côtés. Or, comme les effectifs évoluent très 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 peu, hein, évidemment, les postes créés sont répartis de façon quasiment égalitaire, enfin proportionnellement, une égalité proportionnelle entre le public et le privé. On tient le système de cette manière-là. Le jour où cette convention saute, à ce moment-là, le privé aura une expansion considérable. Avec une précision, c'est que comme le privé n'est pas tenu à ce que est tenu le public, tous les postes créés dans le premier degré pour dédoubler les classes en grande section CP et CE1 à l'école primaire sont réservés au public, et il n'y a pas la proportion dans le privé. Ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu puisqu'ils n'ont pas d'obligation de dédoubler. Et comme ils n'ont pas l'obligation d'éducation prioritaire. J'ai eu l'occasion là, cette année de suivre le cycle des auditeurs de l'IH2EF, justement sur la question de la laïcité. Et on a étudié le système breton, la spécificité du système breton, où il y a plus d'établissements privés que d'établissements publics sur l'académie. Et en fait, quasiment plus. Bon. Et l'enquête a montré qu'effectivement, même s'il y a des raisons historiques, beaucoup de parents inscrivent leurs enfants
parce qu'il y a un pensée sur lequel les établissements privés sont plus performants, plus compétents, et l'enseignement est de meilleure qualité, et pas pour les questions confessionnelles. Effectivement, donc la question confessionnelle passe un petit peu au second plan. Voilà, c'était juste un élément de précision. En Bretagne, l'excellence, elle est partout. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'en Bretagne, il y a un passage du public vers le privé, mais aussi du privé vers le public. Il y a toujours un effet, disons, d'appel en cas, par exemple, de difficultés, etc. Ce qui fait que quand on prend, par exemple, des cohortes d'élèves, on s'aperçoit, alors là, que plus de la moitié, en effet, sont passés à un moment ou à un autre par le privé, parce qu'il y en a beaucoup qui passent de l'un à l'autre pour diverses raisons, jamais pour des raisons religieuses. Le cas de la Bretagne est quand même tout à fait particulier parce que, en outre, quand on regarde la sociologie des élèves en Bretagne, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est totalement identique entre le public et le privé. Et la proportion, j'ai fait les calculs de très près, la proportion de boursiers est exactement la même dans le privé et dans le public.